de vous retrouver sur ce format si premium des webinaires Futur et Luxe où on s'interroge sur le futur du luxe. Et aujourd'hui, grâce à nos amis d'Equimetrix, nous allons travailler vraiment une séance très pragmatique avec de grandes marques. Vous allez avoir du terrain, du concret, avec une interrogation fondamentale autour de la data. Mais aujourd'hui, on voit, on vit une luxe fatigue et c'est un euphémisme. On a tous les jours de mauvais chiffres et donc la notion, entre guillemets, de chiffres est de plus en plus stratégique. Elle a toujours été, mais elle a une résonance globale. Et c'est pour ça que, avec nos échanges avec nos amis donc d'Equimetrix, nous allons tourner cette idée de penser la performance, mais une performance tournée vers le leadership, vers l'action. Et vous savez, notre motto d'un point de vue rédactionnel au Journal du Luxe, c'est d'être le vigile, la vigile, d'être au service de la résilience luxe, mode et beauté. Et c'est vraiment de se confronter entre cette data et comment cette data peut être un allié indispensable dans ces temps incertains. Pour m'accompagner lors de ce webinaire, dès qu'on parle pragmatisme, on pense forcément à Nicolas Revet, créateur du Retailoscope, grand gourou du retail. Donc le retail, par essence, c'est le pragmatisme, hein, la tête dans les étoiles, les pieds sur terre. Et tu vois, on va présenter ensemble ce grand webinaire. Nicolas, la scène est à toi pour présenter nos speakers. Bonsoir Eric, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là ce soir avec nous. Effectivement, un casting d'exception comme le dit Eric. Donc ce soir, pour animer ce webinaire, seront avec nous Régis Penel, directeur e-commerce des Galeries Lafayette, Benjamin Blamoutier, VP Global Marketing and Customer de chez Lacoste, Georges Cise, CMO de chez Tag Heuer, Fabien Petit, Marketing Effectiveness Director de chez L'Oréal et Thomas Moradpour, Group Head of Brands and Strategy de chez Campari Group. L'idée ce soir, c'est d'avoir, comme il le disait Eric, beaucoup de pragmatisme dans la façon dont on va traiter la data. Il y a beaucoup d'articles, de contenu autour de la data, mais on a surtout voulu vous donner dans la sélection des use cases pratiques, des exemples de maisons qui ont réussi leur conversion à la data et l'usage de la data pour optimiser leur business. Donc, avec nos différents speakers, nous aborderons ce sujet ce soir avec vous. Je commence avec notre premier invité, Camille Erard, du cabinet Equimetrix. Camille, si tu veux bien nous rejoindre. Bonsoir à tous. Merci Nicolas, merci Eric. Vous m'entendez bien? Très bien. Super. Donc effectivement, je suis l'une des partenaires d'Equimetrix et je suis en charge plus spécifiquement de notre verticale luxe et beauté. Et chez Equimetrix, on a depuis 18 ans une mission simple dans son énoncé, c'est celle d'aider les décideurs à résoudre leurs enjeux business grâce à la data et à l'IA. Et donc, évidemment, sur ces 18 dernières années, les méthodes, elles se sont sophistiquées. Il y a toujours plus de données, toujours plus d'automatisation, donc un accès aussi plus simplifié à cette data, et donc plus de temps réel et des modèles qui sont de plus en plus puissants. Mais au fond, l'ambition et la complexité, elles restent la même. C'est vraiment celle de créer de la valeur business à partir de la donnée en répondant à des problématiques business complexes. Et j'insiste un peu sur ce mot complexe parce que vraiment, on cherche à traiter des problématiques qui n'ont pas de réponse évidente et donc dont la solution sera un vrai point de différenciation pour nos clients. Donc, Camille, finalement, en quoi l'IA est-il réellement un levier de croissance aujourd'hui? Tu as des chiffres que tu vas nous partager aujourd'hui par rapport à tes clients et c'est là où on voit notamment ce 1,5 qui m'intéresse par rapport à la croissance des leaders de l'IA. Tout à fait. En fait, l'IA aujourd'hui, tout le monde en parle. C'est clairement le mot tendance du moment. Et en fait, là, on se pose vraiment la question du retour sur investissement. Et en fait, ce qui a été montré, notamment par le BCG, et ce 1,5, c'est une source BCG, c'est qu'effectivement, c'est un vrai levier de croissance. Il montre qu'en fait, on a un rapport de 1,5 entre les taux de croissance des entreprises qui réussissent en fait à déployer efficacement des cas d'usage IA et les autres.
Et en fait, 1,5, c'est énorme. Donc, ça montre que c'est une vraie opportunité d'émerger dans le contexte actuel. Mais alors, pour être quand même un peu égalitaire, j'ai aussi un pourcentage qui nous vient cette fois de McKinsey et qui est ce 11%. Et en fait, le 11%, c'est que seuls 11% des cas d'usage passent du stade de POC, donc de test finalement sur un périmètre restreint, au stade d'industrialisation et de déploiement. En fait, 11% pour le coup, c'est ridiculement faible et ça montre que le taux d'échec finalement reste très élevé. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux raisons majeures. La première, c'est que souvent la solution qui est déployée, donc la solution d'IA qu'on cherche à mettre en place, elle est trop générique. Elle n'embarque pas assez les spécificités métiers ou sectorielles. Et donc finalement, c'est la phase d'adoption par le business qui est un échec. Le cas ne réussit pas à convaincre par la valeur. Et donc on peut, si je vous donne un exemple concret, on peut imaginer une solution de recommandation produit pour une marque de cosmétiques qui n'intégrerait pas les différentes étapes d'une routine de soins, par exemple. Ça veut dire que le produit qui serait mis en avant une fois qu'un client a mis un produit dans son panier, il serait finalement pas complémentaire du premier produit dans cette logique de routine. Et donc ça marche pas dans la mise en place, ça marche pas dans l'adoption in fine de la solution. Et la deuxième possibilité, c'est l'inverse en fait, c'est lorsque la solution elle est trop customisée. Donc ça peut vous sembler bizarre comme raison, mais en fait, lorsque la solution elle est trop customisée, trop sur mesure, elle est généralement trop coûteuse à maintenir. Donc elle embarque pas suffisamment de standards tech, elle est trop coûteuse à déployer à grande échelle, à élargir à un panel de questions plus large. Et c'est un petit peu ce que disait Eric finalement. Est-ce que ça manquerait pas de pragmatisme, cette dernière version? Si, clairement, en fait, c'est cette question d'évaluation préliminaire, je pense, des cas d'usage IA et de là où l'IA peut réellement apporter de la valeur. C'est vouloir construire une solution qui soit complètement customisée pour une problématique spécifique sans regarder le champ des possibles et sans regarder derrière ce que ça va engendrer, on va dire, en termes de coût de maintenance et en termes même d'adoption dans les prochaines années. Il y a un coût du change qui n'est pas négligeable non plus, quoi. Et du coup, dans le luxe et la beauté, quels sont maintenant les défis qui complexifient l'activation de cette data, particulièrement dans nos secteurs? En fait, je dirais que ce qui est vrai dans le contexte du luxe et de la beauté, c'est que l'urgence à agir et réussir à mettre en place l'IA, elle est encore plus vraie sur ces secteurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des secteurs qui sont super compétitifs, où on observe aujourd'hui une vraie polarisation de la performance. Il y a ceux qui réussissent à croître, en gros, et qui sont résilients, et il y a ceux qui s'en sortent pas dans ce contexte actuel, et notamment parce qu'on voit trois gros enjeux aujourd'hui qui font que c'est compliqué. Premièrement, le fait que le contexte macroéconomique est quand même de plus en plus incertain. Entre les tensions géopolitiques, le ralentissement en Chine, les taxes poussées par l'administration Trump, les maisons de luxe et de beauté qui sont aujourd'hui quand même fortement exposées aux US et en Chine, sont aujourd'hui soumises à de multiples signaux et elles doivent être capables finalement d'avoir une vue un peu globale de leur performance pour savoir où mettre leurs investissements, au bon endroit, au bon moment, et réussir à saisir les opportunités de croissance sur un scope très large. Et donc, c'est nécessaire de réussir à comparer. La deuxième raison, c'est qu'en fait, aujourd'hui, les décisions, elles restent encore très silotées. On a les équipes médias, trade, e-commerce, retail, qui travaillent encore trop souvent en parallèle, avec chaque équipe qui, in fine, cherche à optimiser sur son prisme, sur son propre KPI. Donc, ça peut être les ventes court terme d'un côté, la désirabilité de l'autre, l'empreinte carbone même pour certains, ou le niveau de cross-sell pour d'autres. Et en fait, on a un enjeu de réussir à créer un langage commun autour de la performance pour casser ces silos et regagner en agilité et en capacité à s'aligner.
Enfin, la troisième raison, c'est qu'on est quand même sur un marché qui est ultra fragmenté sur plusieurs dimensions, fragmenté dans les canaux de vente, avec retail, e-commerce, social commerce, pop-up stores, notamment pour la beauté, et dans les points de contact. Dans les points de contact, il y a un chiffre qui m'a marqué, c'est que sur un parcours d'achat classique dans le luxe, on dit qu'il y a aujourd'hui 30 fois plus de points de contact qu'il y a 10 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, on a une capacité à contacter, à avoir effectivement un contact avec le consommateur énorme, mais que l'enjeu derrière, c'est d'être consistant dans l'expérience client qu'on propose. Et donc en fait, ces 3 points, le contexte macroéconomique, les silos organisationnels, la fragmentation marché, 3 points, ils créent un besoin d'agilité et de transversalité dans les prises de décision. Et c'est sur ce besoin-là qu'en fait les solutions data et IA, elles ont un rôle essentiel. Mais en fait, ça marche et ça marchera uniquement si les cas d'usage sont bien choisis. Et justement, quels sont pour toi les meilleurs cas d'usage, et notamment certains dans la beauté, tu le disais? Bah, moi, ma conviction, c'est que les cas d'usage qui comptent, donc ceux qui apporteront une vraie différenciation, c'est ceux qui sont là, c'est ceux qui embarquent les spécificités des maisons et des groupes. C'est pas ceux qui vont permettre de générer de la productivité. C'est ceux qui permettront d'aller plus loin, d'oser plus. Par exemple, pour un CMO d'être plus créatif ou pour un CFO d'accepter des investissements qui soient plus en rupture avec le passé, de sortir de cette logique same as last year. Et donc, en fait, cette conviction, c'est vraiment que l'IA doit embarquer la différenciation. Et donc, ce que je voudrais rajouter là-dessus, c'est que en fait, les cas d'usage qui n'embarquent pas de la différenciation, ils sont centrés sur de la productivité et ils vont probablement devenir des commodités. Aujourd'hui, on parle beaucoup typiquement d'IA générative et de capacité de l'IA générative à faire gagner énormément de temps sur des sujets tels que prendre connaissance d'un corpus de documents énorme, en tirer des résumés, en tirer même des dashboarding et des visualisations de KPIs. Ces choses-là, c'est intéressant, mais ce sera probablement des choses qui seront disponibles par défaut dans les solutions de bureautique demain. Et donc, du coup, c'est pas sur ces cas d'usage-là que je recommanderais d'investir. Moi, je voudrais vous partager 3 exemples de cas qui sont, je pense, clés dans ce contexte incertain et qui couvrent en plus la chaîne de valeur de la data, du cas le plus stratégique au cas le plus proche de l'exécution, je dirais, et qui vont me permettre de vous illustrer ce concept de différenciation. Et donc, si je commence par la partie prévision de la demande, donc Sales Forecast, il existe des outils de marché depuis la nuit des temps qui permettent de prédire dans les grandes lignes les ventes. Mais d'une part, les taux de prévision qui sont issus de ces outils-là, ils sont généralement assez faibles, à peine plus haut que 50% en fait. Et ce sont des outils qui embarquent très peu de personnalisation dans leurs algorithmes et donc qui échouent finalement à prévoir les spécificités d'un marché. Et là où je parlais de beauté, c'est que typiquement, Nicolas Hieronymus le répète assez souvent, la clé de la croissance dans la beauté, c'est l'innovation. Et en fait, si on ne réussit pas à prévoir l'innovation grâce à ces méthodes-là, je considère que ce n'est pas un succès de ce cas d'usage. Et donc, en fait, nous, les solutions qu'on déploie, elles permettent d'embarquer une sophistication et un algorithme qui nous permet d'identifier des similarités avec des lancements passés et donc d'avoir des taux de précision typiquement sur ce cas d'usage d'innovation qui dépassent les 90%. Et ce, en ayant une solution qui reste technique, donc qui embarque des standards et qui permet d'être déployée largement. La deuxième solution, qui me paraît assez clé dans ce contexte actuel, c'est le marketing mix modeling.
donc avec l'idée d'optimiser les ventes à court et long terme en jouant sur le mix marketing. Donc ici, je ne vais pas rentrer trop dans le détail car je sais que vous aurez ensuite le cas L'Oréal, qui est l'un de nos cas emblématiques. Mais ici, je voudrais juste vous partager 3 enjeux pour faire un succès et se différencier de la concurrence, parce que la concurrence fait aussi probablement du MMM et du coup, le concept de différenciation est encore plus fort. Donc le premier conseil, c'est vraiment de faire en sorte que l'approche, elle soit intégrée au cycle de décision. Donc pas s'arrêter au stade d'études, au stade de learnings sur le passé, mais vraiment s'en servir comme un outil de pilotage. Mon deuxième conseil, ce serait de vraiment s'assurer que ce programme soit holistique, c'est-à-dire qu'il intègre bien l'ensemble des canaux d'achat, l'ensemble des points de contact justement, dont on parlait tout à l'heure, et donc qu'il ne soit pas uniquement focus média. Ça n'empêche pas qu'il soit drivé par une équipe média, mais l'idée, c'est vraiment que le modèle et donc que l'outil de pilotage soit holistique pour pouvoir casser ces silos organisationnels et regagner en agilité. Et le troisième conseil, finalement, que je voudrais apporter, c'est que les modules du programme, ils soient vraiment choisis par rapport aux spécificités de l'industrie. Et donc, je reviens sur mon enjeu de personnalisation. Donc, par exemple, pour offrir une capacité à optimiser conjointement les ventes à court terme et l'image de marque, la désirabilité. C'est un must pour le luxe et la beauté d'avoir ce double pilotage et c'est ce qui permettra d'avoir l'adoption des équipes dans la durée. Merci. Oui. Ouais, je détaille pas la troisième solution car Manon en parlera tout à l'heure. C'est ce que j'allais dire. On va avoir un cas bien expliqué par Manon Lesso dans quelques speakers. Et enfin, finalement, la dernière question, c'est qu'est-ce qui fait que ces solutions s'ancrent vraiment dans la durée et délivrent un service à forte valeur ajoutée par rapport à ces 3 modèles que tu nous as présentés? Si vous voulez bien, je voudrais qu'on revienne à ce chiffre initial, du coup, pour se rappeler ce 11% des cas d'usage qui ne passent pas le cap du POC, donc du test. En fait, nous, notre conviction, c'est que pour inverser la tendance, il faut vraiment délivrer de l'impact rapidement. Et que pour ça, en fait, l'idéal, c'est de combiner tech et service. L'un sans l'autre, en fait, ça ne tient pas. Et je vais reprendre le MMM en fait pour vous en faire l'exemple. Historiquement, c'était une offre de service qui était très puissante. Ça existe depuis quand même plusieurs dizaines d'années. Ça a toujours délivré des résultats qui étaient assez impactants, mais avec une forte complexité à déployer, à scaler, comme on dit, sur l'ensemble des pays ou des marques d'un groupe. Ça coûte cher, c'était lourd en termes de données. Et donc aujourd'hui, en fait, cette offre, elle a évolué pour avoir cette combinaison avec une partie tech, pour notamment aller beaucoup plus sur une automatisation de la donnée, parce que le MMM nécessite beaucoup de données, et pour avoir aussi une interface qui permette un accès à l'ensemble des décideurs, et donc notamment des directeurs marketing qui puissent optimiser leur plan d'action. Et donc, du coup, en fait, c'est cette combinaison qui en fait un succès. Et en fait, ce socle technologique, il a permis de déployer, mais sans accompagnement expert pour garantir l'adoption de ce socle technologique, finalement, en fait, ça resterait un dashboard de plus même. Et ce qui en fait un outil d'aide à la décision enrichi et donc une vraie création de valeur, c'est le fait d'avoir du service de haute qualité qui l'accompagne, avec des recommandations contextualisées, des benchmarks, un accompagnement au changement. Et c'est là, en fait, que l'IA devient un vrai partenaire business et plus juste une promesse technologique. Très bien. Eh bien, écoute, merci Camille pour cet aspect. Un dernier point, parce qu'on a la primeur d'avoir aujourd'hui le lancement de votre livre blanc. Oui, tout à fait. Je suis ravie de vous partager ce lien en avant-première. Donc c'est un livre blanc qu'on a coécrit avec certains de nos clients, et qui reprend, pas mal de cas d'usage, des exemples, détaillés,
sur justement comment est-ce qu'on peut utiliser la data dans ces temps incertains. Et donc, et c'est adapté, enfin, c'est écrit spécifiquement sur ce secteur du luxe et de la beauté. Donc, je vous invite tous et toutes à télécharger ce livre blanc. Vous pourrez retrouver les informations que Camille a partagées durant cette petite présentation d'Equimetrix. Et nous retrouverons, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans quelques speakers, Mano, également partenaire chez Equimetrix, qui nous présentera cette fois un cas très concret dans l'horlogerie par rapport à l'utilisation de la data et un cas d'usage d'Equimetrix. Passons désormais à notre premier speaker, Fabien Petit, directeur marketing effectiveness chez L'Oréal. Fabien, si tu veux bien nous rejoindre. Merci, avec plaisir. Très heureux d'être présent. N'est pas très visible chez L'Oréal. Merci à vous d'être là et de partager ce cas qui finalement, vous l'avez aussi développé avec Equimetrix. Donc, c'est une suite tout à fait logique par rapport à cette première présentation de Camille. Vous avez plusieurs casquettes finalement au sein de la CDMO chez L'Oréal, mais finalement aujourd'hui, vous avez un poste assez rare, celui de directeur effectiveness marketing. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous en partager quelques mots? Oui, alors, peu de, j'appelle ça des Global Marketing Effectiveness Director, mais en fait, ce n'est pas nouveau. L'approche, ce que l'on fait n'est pas nouveau, simplement qu'on essaie maintenant de canaliser, de mettre en forme ces approches. L'objectif, c'est assez simple. On travaille beaucoup sur l'optimisation de toutes nos dépenses. En français, c'est publi promotionnel, A&P, et on essaie de maximiser au maximum leur impact. Donc, ça, je vais reprendre beaucoup de choses qu'a dit Camille, parce qu'on est ensemble dessus, et on échange énormément sur ce sujet. Tout le principe est de travailler sur la mesure, l'analyse et l'optimisation de toutes nos activités marketing. C'est-à-dire qu'on met en place des outils. Donc, quels sont les outils? Quels sont les processus de mesure qu'on va mettre en place? Quelles sont les méthodologies qu'on va mettre en place? Le deuxième volet, c'est on analyse toutes les données qu'on reçoit et on essaie de définir quels sont les leviers d'optimisation potentiels. Après, on a un outil interne qu'on a développé avec Equimetrix qui nous permet de mettre une modélisation d'attribution, donc en utilisant énormément le marketing mix modeling, pour savoir quelle est l'attribution, quelle est la meilleure contribution de chaque canal qui permet d'engager un consommateur. Après, mon rôle consiste également à travailler main dans la main avec les équipes marketing pays. Rien ne se fait sans avoir une assise très forte sur le business au niveau des pays et tous les autres départements existants. Donc, ça peut être le média, ça peut être le social, le CRM, le shopper experience. Donc, on est un peu la pierre angulaire de beaucoup de choses. Donc, on supervise et on travaille avec beaucoup de personnes, mais essentiellement, franchement, des expertises et une implémentation pays. Ensuite, un point important pour lequel on est là, c'est on génère des learnings. Il y a beaucoup de choses qui existent dans les pays, beaucoup de choses qui sont générées grâce à la data, grâce à ces marketing mix modeling, qui génèrent des learnings que certains pays n'ont pas les moyens ou les capacités, soit physiques, parce qu'ils n'ont pas les personnes, soit financières. Et à partir de là, on génère des learnings qui sont déployés dans une multitude de pays. Ça, c'est un point très important. On reviendra tout à l'heure sur ces learnings, c'est vraiment important. Et on le dira à notre audience, le type de learning qui sont utilisés pour les pays et les filiales. Et après, le dernier, c'est travailler avec les plateformes. Toutes les plateformes existantes et tous les partenaires qui en existent. Les plateformes, ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être des plateformes de shopper, de CRM, mais c'est également Equimetrix avec qui on travaille énormément. Donc, mon rôle est un peu d'être la pierre angulaire de tout ça. Ça fait un vrai carrefour central au sein de cet écosystème. Et finalement, dans ce rond-point de la data et de l'information, vous avez un projet, le BetaIQ, qui est votre bébé du moment. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre petit projet? Alors, BetaIQ, c'est ce que j'appellerais moi un programme de change management. Il y a 4 phases. On peut définir ça, on peut décomposer ça en 4 parties. Le premier, c'est la data. Après, je reviendrai en détail sur les parties. La data. Le deuxième, c'est cette modélisation marketing mix modeling. Le troisième, c'est cet outil qu'on appelle BetaIQ, qui est l'outil interne d'attribution, d'analyse, d'optimisation. Et le quatrième volet de ce projet, c'est comment on déploie cet outil et on utilise finalement les recommandations de manière opérationnelle et impactant sur le business. Donc, j'ai vu que c'était beaucoup sur la data, donc c'est très important parce que tout découle de la data.
et on se heurte à plusieurs problématiques. Je pense que beaucoup d'entre vous se heurtent à la même problématique. Est-ce que ma data est fiable? Est-ce qu'elle est structurée? Est-ce qu'elle est robuste? Est-ce qu'elle est granulaire? Et toutes ces problématiques, on est obligé de le gérer parce que si vous voulez nourrir une modélisation, vous avez besoin d'une automatisation de data très fiable, très granulaire, qu'on a soit la journée, soit weekly. Et on est obligé de récupérer ça pour tous les points d'engagement consommateur. Donc, on a parlé, Camille, c'est quand même beaucoup de touchpoints, on appelle ça, qui arrivent brutalement, qui doivent être structurés, organisés, arriver de manière continue. Ça, c'est le point clé. La modélisation, je ne vais pas revenir dessus, vous connaissez tous. Ensuite, on a un outil qui nous permet de définir quelle est la meilleure allocation budgétaire de tous ces points de contact. Donc, on descend au niveau de la marque, de la franchise, donc on va très dans le détail pour savoir quelle est la meilleure attribution de points de contact en fonction des objectifs business, de ce qu'on veut faire en termes de pénétration consommateur, de la saturation ou du ROI de chaque touchpoint. On fait cette allocation d'abord avec de l'IA, ensuite on rajoute une couche de créativité et d'impact de personne, parce que ce n'est pas l'IA qui décide, c'est la personne qui utilise l'IA pour permettre de faire sa meilleure optimisation. Et après, c'est comment on peut déployer ça et comment on peut convaincre un patron de pays ou un directeur marketing, un chef de produit de changer son mix marketing, ce qui n'est pas évident. Donc, l'avantage, c'est qu'on se base sur des données qui sont propres, fiables, plutôt que du gut feeling. C'est vraiment des données claires. Et là, il y a un peu d'échange qui se passe avec les filiales pour justement… C'est obligatoire. Sinon, ça ne fonctionne pas. Je reviens sur ce qu'a dit Camille par rapport au POC. Pour faire ça, on a fait un POC sur un pays, sur une catégorie. On a défini, OK, lançons ça, voyons voir si ça fonctionne. Ça a fonctionné. Et après, on a scalé. Mais pour scaler, il faut absolument, que vous ayez une légitimité pour scaler, définir, voilà, on a fait un POC, on a généré tant de valeur. À partir de là, vous avez la possibilité de faire ça sur d'autres catégories, d'autres marques. Et ça ne fonctionne que si vous avez une discussion très claire avec le business. Et c'est là qu'on arrive sur un sujet important, on cherche un peu des moutons à 5 pattes. Il faut que la personne soit experte en measurement, comprenne les données, comprenne comment travailler avec des agences extérieures et une connaissance du business et une ouverture d'esprit pour comprendre les spécificités de chaque pays, de chaque marque. Donc, c'est assez compliqué comme ça, mais on est un peu des personnes qui tournent les assiettes parce qu'on a besoin d'avoir une connaissance de tout ça. Et justement, quels sont en fait parce qu'on voit à peu près où vous en venez, mais finalement, est-ce que vous avez des exemples précis de bénéfices sur ce projet dans tel ou tel pays ou tel gamme que vous pourriez nous partager? Oui, on a déjà commencé à faire. Ce qu'on fait également, c'est qu'on essaie de mesurer l'impact réel de ce projet, c'est-à-dire qu'on retire la totalité des impacts des autres points de contact ou des autres sujets qui peuvent influencer une vente. Et on estime on a fait cette estimation assez fiable, entre 10 et 15% de ROI incrémental. Ça, c'est ce qu'on génère. Généralement, ça, c'est ce qu'on génère. En deuxième partie, ce qu'on génère également, qui est grâce à cet outil et grâce à l'IA, c'est un truc qui est difficilement quantifiable comme ça, mais c'est le temps passé. Notamment, les personnes passent beaucoup moins de temps à faire de la budgétisation, de l'allocation budgétaire, parce que tout est fait par un outil. Ils n'ont plus qu'à fine-tuner en fonction de leur objectif business. Donc, il y a un gain de ces personnes-là qui passent plus de temps à réfléchir stratégiquement à comment engager le consommateur plutôt qu'à faire des crunching de data et d'Excel. Et ça, c'est extrêmement quantifiable et c'est une demande énorme, étant donné que, comme l'a dit Camille, les points de contact sont exponentiels. Le temps passé est infini pour bien rentrer dans le détail. Et à la fin, l'humain n'a plus la capacité de voir la totalité des touchpoints et de toutes les spécificités qui existent. Et le troisième volet important de cette approche aussi de cet outil, c'est que ce qu'a dit Camille également, l'outil, les approches, les méthodologies sont harmonisées. C'est le même outil, les méthodologies, les approches, la structuration des informations, les data, les flux, tout est standardisé. Par contre, on s'adapte aux spécificités locales de business et des problématiques de ces personnes en marketing. Mais le corps est le même. C'est ça d'ailleurs qui est intéressant parce qu'on en parlait en préparation de cet entretien. Pour vous, c'est finalement plus facile de comparer aussi les pays sans à chaque fois leur permettre d'imposer une vision siège sur une vision très, très région, voire pays finalement. Ouais. C'est ça qui est
qui est intéressant. On a une approche multidivision. C'est-à-dire que l'outil, les méthodes, tout est multidivision. Que ce soit pour les produits grand public, les produits de luxe, les produits pour LDB, pour la pharmacie. L'approche analyse de data, IA, économétrie est la même. Après, c'est là qu'on rentre dans l'intelligence humaine qui dit ma spécificité propre dans tel pays, telle division est différente et on peut faire varier les recommandations de l'outil en fonction des spécificités. Donc, le corps est le même. Ça nous permet de faire une évolution vers le ROI court terme, mais également travailler la brand equity. Mais après, chaque marketing, en fonction des spécificités de sa marque, de son pays ou de sa franchise, peut faire un truc beaucoup plus fin et adapté. Et c'était ma question juste après, finalement, c'est en ce moment où on sait qu'on est challengé, je ne dirais pas forcément crise, mais en tout cas période un peu complexe, ce projet finalement tombe à point nommé. Et c'était ma question, c'est-à-dire est-ce qu'il a été créé ces derniers temps dû au contexte ou vous l'aviez anticipé, parce que j'imagine que c'est un projet extrêmement vaste, pendant que ça a encore tout était ouvert, pour optimiser encore plus. Donc, finalement, c'est le momentum du projet en ce moment. Oui, mais ça a été créé il y a quelques années déjà. Vous savez, les moyens publics, promo sont assez conséquents. Quand je vous disais également les touchpoints, la capacité de l'humain à voir la totalité des touchpoints, c'est plus possible. On est obligé de passer par des outils, par de l'IA. Et l'outil, cette approche de change management avait déjà été élaborée avant la crise. L'avantage, c'est vrai que pendant cette crise, nous, on l'utilise énormément. On essaie de voir comment faire plus avec moins, c'est toujours pareil, comme beaucoup de monde, ou même des fois en disant, maintenant, il faudrait peut-être surinvestir à tel moment pour générer encore plus de ventes additionnelles. Ça joue également à ce niveau-là, simplement qu'on se base sur des données chiffrées et on l'utilise sur quelque chose de très robuste plutôt que je pense que le marché va aller dans cette direction ou pas. Donc ça, c'est des indicateurs très importants et on s'aperçoit que le déploiement qu'on a mis en place sur tous les pays, plus cette adoption du marketing et que beaucoup plus de pays veulent le faire, il y a quand même une émulation et un retour sur investissement de cet outil qui est assez important. Et j'ai une dernière question pour conclure. Finalement, on en parlait en introduction. Quels sont les learnings, si vous aviez 2 ou 3 learnings globaux à retenir par rapport à ce projet que vous avez depuis quelques années maintenant? Oui. Ça, j'ai préparé, je suis au courant depuis longtemps de ce genre de choses qu'on a constamment ces questions-là. En fait, il faut tout préparer en amont. La préparation avant de lancer un projet est important. Il faut s'assurer pourquoi on veut faire cet outil, quels sont les objectifs, de manière très simple, pragmatique. Il faut les communiquer pour être sûr que tout le monde soit au courant de ce que l'on veut faire. Il faut être clair dans qu'est-ce qu'on veut faire, quelles sont les attentes business et d'organisation. Ça, c'est important. Après, s'assurer que vous avez des partenaires qui font de la modélisation, qui font cette approche de développement IA pour faire cette attribution soit intense. On est tous dans le même bateau, c'est vraiment une équipe conjointe. Une data super claire, il faut que la stratégie soit faite en amont. Si vous n'avez pas une data claire, organisée, automatisée, c'est ultra complexe, c'est très consommateur de temps de mettre ça en place. Avec des garbage in, garbage out, c'est vraiment ce qui peut se passer. Ensuite, le dernier point, c'est vraiment s'assurer qu'il y a un soutien du COMEX, que le top management soit derrière et comprend la nécessité et la volonté de le faire. C'est un gros push parce que vous arrivez en demandant des pays de changer totalement son mix marketing, ce qui n'est pas évident. Donc, il faut vraiment un soutien important et surtout que ce n'est pas le siège qui définit en disant voilà ce que vous devez faire. C'est vraiment une construction conjointe. Et il faut être à l'écoute du local en amenant toute une expertise et également tous les learnings que vous pouvez récupérer de toutes les parties. Très bien, écoutez, c'était très clair. Merci beaucoup Fabien d'avoir partagé avec nous ce soir vos learnings et ce beau projet BetaIQ au cœur du marketing du groupe L'Oréal. Merci. J'appelle maintenant Benjamin Blamoutier de chez Lacoste. Donc Benjamin, hop, si on peut te mettre à l'écran. Tu es Salut Nicolas, bonjour à tous. Merci d'être là ce soir. Tu es VP Global Marketing and Customer de la maison Lacoste. Ce soir, tu vas nous partager finalement ton métier qui est entouré de data et comment tu aides Lacoste à finalement structurer. Et là, je repasse aussi la parole à mon ami Eric. Voilà, alors,
d'abord, Benjamin, par rapport à tes responsabilités, par rapport à ce titre, pour qu'on comprenne bien les fonctions. Alors, donc moi, je m'occupe des sujets marketing et clients chez Lacoste au niveau global. En gros, ma mission, c'est de connecter la marque et nos collections au consommateur final dans nos différents marchés. Donc, d'abord, je vais avoir des missions de go-to-market. C'est comment j'arrive à structurer un peu un plan d'activation et surtout à le régionaliser, parce que nos réalités ne sont pas les mêmes en Corée, en France ou aux États-Unis. Ensuite, ça va être d'investir, donc d'investir soit sur du média ou soit sur des choses un petit peu plus événementielles pour s'assurer de faire rayonner la marque dans chaque marché. Et après, de se connecter aux consommateurs un petit peu en fil rouge à travers des sujets CRM, des sujets data et toute une stratégie de contenu aussi à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est un petit peu ce triptyque-là que je travaille au quotidien et avec après, bien sûr, des relais dans les différentes régions. Alors, il y a quelques années, il y avait le buzzword de big data qui était partout, mais du big data à toutes les sauces. Maintenant, c'est l'IA. On a vu la difficulté de mettre en application un projet IA jusqu'au bout grâce à nos amis d'Equimetrix. Comment tu accompagnes du coup cette évolution pour devenir vraiment un business data-driven, quoi, vraiment concret et pragmatique? Ouais, en fait, et ce mot big data, il est intéressant parce que moi, j'ai un peu commencé mon parcours professionnel avec. J'ai commencé ma carrière à la fin des années 2010, fin des années 2000, début des années 2010, et où le mot du big data est apparu. Et donc, c'était un peu le buzzword, je pense, en 2011, 2012, dans ces années-là. Et on se demandait comment survivre sans un accès complètement holistique à la data et sans une utilisation massive pour tout connaître des consommateurs, les cibler parfaitement. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'industries qui ont pris le pli. Moi, je travaillais à l'époque chez VP, qui était un pure player, donc qui s'est fortement équipé parce que c'est un peu le nerf de la guerre dans un business online. Mais par ailleurs, il y a beaucoup d'industries qui ne sont pas forcément pris le pli, notamment dans la structuration de leur data. On en parlait dans la discussion précédente. La structuration de la data, son accessibilité et sa maniabilité surtout, elle est essentielle. Et en fait, on se retrouve maintenant au moment de l'émergence de l'intelligence artificielle avec le même problème qu'il y a 10 ans. C'est finalement comment on accède en temps réel à une data structurée pour pouvoir l'utiliser de manière hyper efficace et surtout créer de la valeur avec. Et ça, au final, dans pas mal d'entreprises, ça a bougé, mais peut-être pas aussi vite pour qu'on soit prêt à le mener avec efficacité maintenant. C'est pour ça qu'on se pose peut-être encore pour le nombre de personnes qui nous écoutent pas mal de questions. Et après, il y a le deuxième sujet et qui est vraiment lié, je pense, moi, nos métiers de la mode et de la création, c'est qu'en fait, il faut toujours qu'on garde cet équilibre entre, d'un côté, une approche très créative, parfois intuitive, qui est nécessaire dans nos métiers, parce qu'on a besoin d'itération, on a besoin de spontanéité, et on reste quand même dans des métiers de création, tout en y ajoutant cette dose de rationnel, et notamment d'efficacité dans la manière dont on se connecte aux clients. On l'effleurait tout à l'heure, c'est vrai qu'on est dans une période en ce moment qui est plus tendue qu'il y a 4-5 ans, où les gains marginaux sont plus importants. Et c'est là où la data et l'intelligence artificielle, elles vont nous permettre d'aller chercher ces gains marginaux par l'efficacité, par aller se connecter avec des clients qu'on ne touchait pas avant parce que finalement, on ne les connaissait pas ou on connaissait mal leurs attentes, et aussi être beaucoup plus réactif et beaucoup plus agile. Et c'est là où je pense qu'on est au tournant de cette décennie, à un moment où il faut tous qu'on arrive à avoir un socle data qui soit ultra accessible et véloce pour pouvoir justement se connecter de manière ultra précise et réactive aux clients pour créer de la valeur. Et ça, c'est vraiment un des enjeux là qu'on vit en ce moment. Oui, c'est clair. On voit qu'une des raisons de la difficulté qu'on peut ressentir, c'est l'incompréhension ou la mauvaise compréhension de ce que veulent les clients. Et donc, comprendre le client, c'est la base du marketing. Et comprendre le client doit être matérialisé par une data. Et j'ai envie de te poser des questions. Est-ce que tu peux nous donner un exemple précis, justement, comment la data t'aide au pilotage de ton activité? Je pense que du coup, aussi, il y a des fonctions dans tes équipes de data planeuses qui sont vraiment, enfin, data planeurs en tout cas, qui sont vraiment, entre guillemets, l'oreille du client. Ouais, et c'est vrai que c'est aussi une fonction que j'ai créée il y a 6 mois, qui est une fonction, alors ça s'appelle pas data planeuse, d'ailleurs, tu m'en avais parlé, je l'avais partagé le terme et elle avait bien aimé, mais en gros, c'est une personne qui est en charge de monitorer tous les KPI clients et toutes les remontées data qu'on peut avoir sur le parcours client, et dans une optique de comprendre et surtout de réagir et d'avoir des plans d'action. Donc nous, on a créé un monthly marketing qui va consolider
tous les indicateurs qu'on peut avoir à la fois dans du média de haut de funnel, dans du média plutôt à la performance, des indicateurs de loyalty, que ce soit du recrutement, de la fréquence, du réachat, du panier moyen, et après aussi de remontées produits et catégoriales. Et en fait, ça nous permet de voir un petit peu en live l'activité et de comprendre comment on peut être réactif, beaucoup plus aussi capitaliser sur certaines tendances et faire évoluer notre performance client. Par exemple, on s'est aperçu il y a quelques mois que la mode du tennis court qu'on avait aperçu l'année dernière, rappelez-vous, c'était très poussé notamment par le film Challenger avec Zendaya, donc qui forcément nous nourrissait très fortement chez Lacoste, on est une marque tennis héritage. Bah, cette mode elle est encore plus forte cette année, notamment sur les catégories, sur les cibles féminines. Et en fait, on s'est aperçu que certains de nos produits surperformaient dans des environnements d'ailleurs qui nous surprenaient, et ça nous a poussé à avoir des plans réactifs tant sur notre e-commerce, notre digital flagship, que dans nos magasins pour rendre ces produits plus visibles, pour les rendre aussi plus présents en volume. Donc après, ça a des impacts logistiques derrière. Et en fait, cette fonction, on va dire, de data planning, elle nous oblige à être très réactifs. Elle est positionnée aussi assez haut dans l'organisation, elle m'est directement rattachée. C'est des profils aussi qui ne sont pas forcément des profils data assez classiques. C'est des gens qui ont un background, une fille qui a un background business très fort, créative, qui a un parti pris aussi, un point de vue sur les choses. Et en fait, ça nous permet d'avoir des discussions orientées data et de challenger aussi d'autres profils dans l'organisation qui n'ont pas forcément le temps de regarder au quotidien cette data et de leur donner aussi des idées qu'ils n'auraient pas eues sans cette manière de regarder l'activité. Si on connecte data et retail, forcément, l'impact concret de cette data enrichie, analysée par rapport à la retail excellence. Et bien sûr, je pense forcément à une énorme activation Lacoste avec cette boutique new-yorkaise qui est arrivée il y a quelques semaines, qui a fait grand bruit. Comment finalement, enfin, je trouve que c'est un bon exemple là, voilà, on est sur une pépite retail. Comment data au service de l'expérience retail aujourd'hui? Sur le retail, tu as plusieurs sujets. Et si je le prends un peu dans l'ordre de nos enjeux, déjà, on a un sujet de trafic. Un sujet de trafic, je pense que tout le monde actuellement se pose des questions sur le trafic, dans le luxe, dans le premium et dans de nombreuses industries. Et on sait qu'il y a beaucoup de moyens d'investir sur le drive to store, notamment par de la publicité digitale. Et là, on a un enjeu clé de data. C'est de pouvoir connecter des enjeux de géolocalisation, des enjeux de connaissance client et ensuite des enjeux de retargeting. Et là, la data, elle est clé parce qu'elle nous permet finalement de pouvoir pousser des publicités à des gens qui se trouvent près de nos magasins et surtout qui ont une appétence avec la marque. Donc ça, c'est un premier enjeu sur lequel on travaille. On discutait dans la conversation précédente de marketing mix modeling et aussi d'arbitrage des investissements. Nous, c'est quelque chose qu'on travaille de plus en plus chez Lacoste parce qu'on teste plein de choses. Plein d'investissements en drive to store. On se rend compte qu'il y a des choses qui sont de très bonnes idées dans certaines zones de chalandise, notamment. On se rend compte dans ces environnements. Ouais, j'ai été coupé pendant 10 secondes. Tu as le micro coupé. 10 secondes du coup, mais ce que je disais en gros, c'est que dans des environnements comme d'avenues commerciales très touristiques avec beaucoup de data, on voit que c'est très efficace et qu'on a des ROAS qui sont très efficaces. Donc là, on continue à investir. Dans certaines zones, on se rend compte que c'est moins pertinent, donc on change notre fusil d'épaule. Mais la data, elle nous permet d'être vraiment réactifs. Et donc ça, c'est hyper intéressant. D'un autre côté, donc ça, sur le trafic, ça nous sert beaucoup. Et de l'autre, après, il y a la conversion. Et là aussi, la data, elle nous sert à ajuster un petit peu l'offre qu'on présente aux consommateurs. Nous, pour une marque comme Lacoste, il y a des choses qui ne doivent pas changer parce que c'est des propos de marque qui sont intangibles et qui sont des messages qu'on souhaite envoyer au marché. Donc, il y a ce qu'on met dans nos vitrines, ce qu'on met sur nos mannequins, les looks clés de la saison. Ça, c'est des choses qu'on veut voir partout. Mais après, il y a des choses dans la vie du magasin qui ne peuvent pas être la même réalité à Hambourg, à New York, à Miami ou à Séoul. Et donc ça, on met à disposition de nos magasins, dans chaque tablette qu'ont nos vendeurs, mais aussi dans leur téléphone, beaucoup de data pour leur faire comprendre la réalité aussi de la performance des produits, comment ils peuvent ajuster aussi un petit peu la vie du magasin pour améliorer non pas le trafic, mais la conversion. Et donc ça, de plus en plus, que ce soit sur la manière dont on va stimuler un petit peu nos audiences pour apporter de la valeur ou améliorer l'expérience client et donc la conversion, la data est au cœur du retail, vraiment.
Et après, en transversal de ces enjeux-là, et je pense que c'est peut-être le plus important, c'est un enjeu culturel. Un enjeu culturel de former les équipes à réfléchir par la data, à leur donner accès à cette data et aussi à les challenger sur prendre des décisions en argumentant avec des chiffres du terrain. Parce qu'au final, notamment dans des fonctions sièges, on peut en être assez éloigné et on a une culture parfois un peu intuitive et cette dimension culturelle, elle est fondamentale. Donc, c'est un petit peu les enjeux qu'on a sur le retail. La dernière question, elle est fondamentale par rapport à l'omnicanalité. C'est le tunnel marketing qui explose. On a vu l'arrivée des TikTok Store où l'inspiration à l'achat, il n'y a qu'un clic. Donc, du coup, le tunnel marketing en lui-même, il est remis en cause. Comment, chez Lacoste, du coup, ce client omnicanal vit? Comment vous le monitorez? Comment vous analysez les parcours clients? Et j'ai envie de dire, en cette période, on dit difficile, est-ce qu'on voit des évolutions concrètes où on est sur des trends qui ne bougent pas? En fait, nous, on va regarder plusieurs choses. On va regarder d'où viennent nos clients. Donc, la chose évidemment qu'on va regarder, notamment dans un univers plutôt online, c'est la part de clientèle organique, la part de clientèle qui viennent d'investissement marketing. Et ça, la stabilité, nous, de sujets organiques, c'est aussi la stabilité de la bonne santé de la marque. C'est des choses qu'on observe, donc qui sont assez, pour nous, rassurantes, on va dire, dans le contexte. Après, on va regarder aussi l'activité de nos clients, parce que justement, cette omnicanalité, on la retrouve. Et après, on va aussi regarder un petit peu ce qui déclenche des nouveaux achats ou des nouvelles manières de consommer. Donc, tu parlais de TikTok Shop. Il y a beaucoup de choses aussi qui bougent en Asie. C'est finalement là où on a un peu le plus de disruption et le plus d'agilité, notamment en Chine. Donc, c'est ces éléments-là qu'on regarde. Mais globalement, on regarde un petit peu les sources de trafic, les sources de recrutement et après, nos sources de conversion. Donc, quels sont les produits, les catégories qui vont permettre de travailler soit du premier achat, soit de la fidélisation. Et on fait en sorte de réussir à orchestrer un petit peu le parcours client en fonction de ces enseignements-là. C'est un petit peu l'enjeu qu'on a. Écoute, merci, merci Benjamin pour ton partage et tous ces use cases autour de la maison Lacoste. C'était extrêmement intéressant et moi, en tant que fan de retail, votre boutique sur 5e Avenue est une belle réussite, en tout cas d'une belle maison française récemment aux États-Unis. Eh ben, merci, c'est très gentil. J'appelle maintenant Mano Lesso, qui est également partenaire chez Equimetrix. Mano va pouvoir, en complément finalement de la présentation de Camille tout à l'heure, nous présenter un cas réel, concret de l'usage de la data et des projets chez Equimetrix. Mano, tu es le bienvenu. Merci beaucoup Nicolas, bonsoir à tous. Donc oui, pour me présenter rapidement, moi je m'occupe chez Equimetrix de notre offre excellence opérationnelle et je travaille en particulier sur nos solutions d'assortiment. Et donc là, je vais avoir le plaisir de vous rentrer un peu dans le détail sur cette solution-là au travers d'un cas client. Donc on a vu tout à l'heure en introduction du webinaire que le secteur du luxe rencontre beaucoup de nouveaux défis. Donc des exigences clients qui évoluent, un marché qui est très volatile. Et donc là, je vais vous présenter un cas qui illustre bien comment l'intelligence artificielle peut aider à résoudre ces défis-là. Donc il y a un acteur majeur de la joaillerie, de la mode et de l'horlogerie qui est venu nous voir pour qu'on l'accompagne sur le sujet de l'assortiment. Donc l'assortiment, c'est finalement l'ensemble des produits qui sont mis à disposition dans un point de vente donné. Et donc là, on a travaillé avec un grand groupe qui est composé de plusieurs maisons. Ces maisons, elles proposent chacune plusieurs centaines de références. Donc là, dans le cadre de ce projet-là, on s'est focalisé sur l'horlogerie uniquement, parce que c'est là qu'il y avait le plus d'enjeux. On va voir pourquoi par la suite. Ces références-là, elles sont distribuées dans plusieurs milliers de points de vente dans le monde. Ça représente plus d'une centaine de pays. Et le groupe avec qui on a fait ce projet avait la volonté de garder l'expérience client au cœur de sa stratégie. Donc, on s'est tous mis autour de la table, les différentes maisons, le groupe et nous, Equimetrix, et on s'est mis d'accord sur cette problématique, comment faire de l'optimisation de l'assortiment un vecteur clé de transformation. Et donc, je vous propose de voir un peu plus en détail comment on s'y est pris. Si on passe sur la suite, donc on a commencé avec notre client par faire
3 constats majeurs sur le process qui était en place à cette époque-là. Le premier constat, c'est que la définition d'assortiment, c'était un processus très laborieux. Donc, on a été rencontrer chaque maison, on a vu comment l'assortiment était fait. C'était un processus très manuel, via des fichiers Excel, donc potentiellement des sources d'erreurs multiples quand on faisait le remplissage manuel. Un processus aussi assez chronophage et qui, au global, prenait beaucoup de temps. Donc, c'était un vrai problème. Le deuxième constat qu'on a fait, c'était l'immobilisation d'actifs. Donc là, on parle de références qui valent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et donc, si on met en stock des références dans un point de vente et qu'elles ne se vendent pas, c'est des références qui vont rester stockées dans les arrière-boutiques pendant longtemps et on immobilise énormément de valeur. Et ça, c'est un vrai problème à l'échelle du groupe parce que ça fait beaucoup de valeur qui est immobilisée. Et on a vu certaines maisons pour lesquelles des références restaient en stock parfois 3-4 ans. Et donc, on a un gros enjeu de pouvoir limiter ce phénomène. Et le dernier constat qu'on a fait, c'est autour des ventes manquées. Donc, si on a un client, par exemple un touriste qui rentre dans une boutique à Paris, qui ne trouve pas la référence qu'il est venu chercher, ça va provoquer une certaine frustration. On va avoir une expérience client qui va être dégradée et potentiellement un client qui va se tourner vers une marque concurrente, par exemple. Et donc, ça, à l'arrivée, ça fait un grand manque à gagner pour la maison concernée. Donc, ces 3 constats-là, on a construit une solution qui permettait de pallier à ces problèmes. Donc, on a construit cette solution qu'on voit à l'écran qui permet donc de définir un assortiment optimal. Donc, il y a 2 choses à voir, c'est que cet assortiment, tout d'abord, il est personnalisé pour chaque boutique. Ça veut dire qu'on a construit un modèle d'intelligence artificielle qui va prendre en entrée plusieurs données. Tout d'abord, l'historique de vente, donc bien comprendre les références qui ont le plus performé sur le passé, comprendre s'il y a eu des ruptures de stock, etc., sur ce point de vente en particulier. On va aussi prendre en compte les attentes de la clientèle. Donc, sur ça, on va pouvoir se baser sur les profils clients, donc voir si on a une clientèle plutôt locale, une clientèle plutôt touristique. Si c'est une clientèle touristique, est-ce que c'est plutôt une clientèle américaine ou européenne? Parce que ces clientèles-là ne vont pas avoir les mêmes appétences pour les mêmes produits. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont prises en compte par le modèle d'intelligence artificielle qu'on a construit. Et enfin, sur la personnalisation, on a aussi la localisation de la boutique qui joue beaucoup. Si on parle d'un corner aux Galeries Lafayette, ce n'est pas du tout comparable à une boutique à Cannes, par exemple, qui va avoir une activité beaucoup plus saisonnière. Et c'est aussi complètement différent si on parle d'un pop-up store à Shanghai, par exemple. On va avoir une recommandation d'assortiment qui va être fondamentalement différente. Et il y a un deuxième point qui est très important, c'est que le modèle, il ne va pas uniquement, si on reste sur le slide d'avant, sur le slide précédent, un deuxième point qui est que cet assortiment, il va être adapté à la stratégie de chaque maison. Donc, on ne va pas uniquement faire un assortiment qui est le plus performant possible, mais on va bien intégrer la stratégie de la maison et on a créé un système de règles qui permet de renseigner cette stratégie de la maison et l'intégrer dans le modèle. Donc, on va avoir des règles, par exemple, marketing. Pour vous donner un exemple, ça va être se dire, par exemple, telle collection sur le marché français, je veux qu'elle représente systématiquement 20% de mon assortiment. Donc, on va pouvoir comme ça contraindre le modèle. On va avoir des règles commerciales. Là, un bon exemple, ce serait de se dire si, par exemple, j'ai 3 références iconiques et que sur le marché aux US, je veux systématiquement que ces 3 références soient mises à disposition dans tous les assortiments, je vais pouvoir créer cette règle. Et donc, quand bien même ces 3 références iconiques ne seraient pas les plus performantes, elles vont être mises dans l'assortiment parce que c'est la stratégie de la maison. Et on va avoir des règles plus autour de la supply chain. Donc là, pour vous donner un exemple, ça va être par exemple sur les nouveautés, se dire que chaque assortiment doit contenir entre 10 et 20% de nouveautés pour s'assurer qu'elles sont bien représentées, bien visibles. Et donc voilà, cet ensemble de règles va permettre d'intégrer la stratégie de la maison dans l'assortiment. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir que chaque maison peut mettre une stratégie très différente. Et on va avoir des maisons qui vont mettre des règles très précises et qui vont beaucoup contraindre le modèle.
et d'autres maisons qui vont laisser beaucoup plus de flexibilité, qui vont mettre des règles, on va dire, moins strictes. Et à l'arrivée, je fais une petite parenthèse ici, l'intelligence artificielle est là, non pas pour remplacer l'humain, mais vraiment pour permettre de libérer du temps aux responsables d'assortiment, qui passent comme ça moins de temps sur les tâches à faible valeur ajoutée, à perdre du temps sur Excel, par exemple, et qui vont pouvoir passer plus de temps à réfléchir à la stratégie à mettre en place. Ça fait un peu écho à ce que disait Fabien tout à l'heure sur un humain qui est au centre et qui décide, in fine, de la stratégie à mettre en place et qui utilise l'intelligence artificielle uniquement comme un outil qui permet d'être plus efficace. Et donc, si on passe sur le slide suivant, on a un peu de recul sur cette solution puisqu'elle est en production depuis quelques années maintenant. Ce qu'on peut déjà constater sur les facteurs clés de succès, donc le premier, c'est qu'il fallait avoir une compréhension très fine de la réalité métier. Et donc de réussir à intégrer l'intelligence artificielle dans un process qui était déjà en place. Et notamment, quelque chose qui a vraiment fait la différence, ça a été de pouvoir connecter directement la recommandation d'assortiment au système qui passe les commandes. Donc ça a fait une grosse différence. Ça nous a évité un écueil classique qu'on voit sur beaucoup de projets où l'intelligence artificielle reste un peu hors sol et les recommandations ne sont pas forcément implémentées dans la vraie vie. Donc ça a fait une grosse différence. Un deuxième point, c'est le réseau d'ambassadeurs. Là, on parle d'un projet qui était réellement transformatif pour le groupe. Cette transformation, elle ne pouvait pas venir uniquement d'un partenaire comme Equimetrix. Donc, ce réseau d'ambassadeurs, c'est lui qui a permis de générer une très, très forte adoption au sein de tous les métiers, au sein de tous les marchés, et de faire en sorte que cette plateforme vive et ait un succès sur le long terme. Donc, on a notamment eu une animation très régulière de cette communauté qui permet aussi de récupérer beaucoup de feedback. Et enfin, le dernier point sur les facteurs clés de succès, c'est la flexibilité et l'adaptabilité. Donc, faire en sorte que cette solution, elle puisse être mise à jour au fur et à mesure que la stratégie ou le contexte évolue. Donc, on a un cas là, il y a un mois à peu près, où on a une maison qui a complètement changé sa stratégie sur la gestion des nouveautés. On a été capable très vite d'ajuster l'outil, de faire en sorte de créer une nouvelle fonctionnalité pour s'adapter à ce nouveau besoin. Et ça fait une vraie différence sur le long terme pour que l'outil continue à avoir un maximum d'impact. Et si on passe au dernier slide pour faire le bilan sur cette solution. Donc, aujourd'hui, on a une adoption qui est très forte avec des gains de productivité très importants. Et donc, à l'arrivée, la transformation est réussie. On a aujourd'hui plus de 3000 points de vente qui sont équipés dans le monde avec cette solution. Donc, ça représente 500 utilisateurs environ, avec à la fois des responsables d'assortiment et aussi des équipes supply qui peuvent collaborer ensemble sur une même plateforme, faire des hypothèses, faire des tests, etc. Et ces assortiments cibles, ils sont réellement implémentés dans les points de vente. Donc, on a 90% des points de vente aujourd'hui qui mettent régulièrement à jour leurs assortiments sur base de la recommandation du modèle d'intelligence artificielle. Donc, à l'arrivée, sur les gains, ça fait qu'on a pu générer jusqu'à 10 millions de gains par an au niveau du groupe, grâce à des assortiments qui étaient plus pertinents et plus adaptés à la demande. Sur l'efficacité opérationnelle, on a 50 jours hommes économisés chaque mois. Donc là aussi, c'est des jours qui sont réinvestis pour travailler plus finement sur la stratégie et perdre moins de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Et enfin, des retours terrain qui sont très positifs dans le sens où on a pu améliorer l'expérience client et faire en sorte que les assortiments répondent réellement à la demande et soient bien perçus au niveau des différentes boutiques. Et c'est finalement ce qu'on aime voir, Mano, par rapport à tes exemples, c'est que la data a un output vraiment concret au quotidien, à la fois pour les sièges et groupes, mais aussi directement en boutique pour la satisfaction client. Donc, l'ensemble de la chaîne, finalement, est touché
est améliorée grâce à un projet comme celui-ci. Surtout qu'on voit que 3000 points de vente ont été touchés grâce à ce projet, ce qui donne un ensemble extrêmement vaste de use case pour vous en termes de learning aussi pour ces data. Absolument. Et ce qu'on voit aussi ici, c'est vraiment que l'IA va finalement pas se limiter à faire une simple prédiction, une simple optimisation, mais que là, l'IA devient un vrai outil de pilotage au quotidien qui permet d'absorber les évolutions du marché, d'y répondre en temps réel, avec beaucoup plus de précision et de finesse que ce qui était fait avant. J'en termine par ce slide à nouveau pour inviter voilà. J'en termine avec ce slide pour inviter notre audience à télécharger ce livre blanc dans lequel on retrouvera de nombreux exemples également par rapport au travail d'Equimetrix. Merci Mano pour cette présentation. Régis Penel des Galeries Lafayette nous rejoint désormais. Régis, vous êtes directeur e-commerce des Galeries Lafayette et omnicanal. Donc, au quotidien, vous êtes entouré par les data. Finalement, comment utilisez-vous dans le suivi des performances du site, qui sont déjà une des bases du fonctionnement de votre activité au quotidien? Alors, bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Écoutez, c'est vrai que la data fait partie de l'ADN en fait, du digital. On sait qu'à partir du moment où on exploite un site internet, notamment un site comme galerielafayette.com, qu'on va être abreuvé de data. Moi, je suis arrivé au Galeries Lafayette depuis un peu plus de 6 mois, parce qu'avant, j'étais entrepreneur. Et j'étais assez surpris en arrivant ici de l'ensemble des données auxquelles j'avais accès, qui soient d'un côté des données qui soient vraiment des données de BI, de business intelligence, qui soient liées à des données simplement du retail ou de la performance produit, de la performance de marque, mais aussi des données qu'on va avoir à la fois digitales sur des données commerciales et puis tout ce qui est données, bien sûr, de comportement client, vu qu'on utilise des outils comme Content Square qui nous permettent aujourd'hui de mesurer à peu près absolument tout, quoi. Et donc, en fait, je pense que le sujet principal qui a été le plus compliqué en arrivant, finalement, ça a été un peu de faire le tri entre tout ça et de simplifier au maximum, en fait, finalement, l'utilisation de la donnée. Lorsque je suis arrivé, il y avait énormément de reporting. J'avais des présentations PowerPoint qui faisaient une vingtaine de pages avec des données de tous les côtés. Et en fait, il y a eu un premier travail qui a été dit aux équipes, mais quelles sont vraiment les données essentielles, quelles sont celles qu'on utilise tous les jours? Et en fait, surtout de se dire, allons vraiment sur ce qui est le plus important et allons plutôt mettre en place des plans d'action et essayons de trouver des learnings à faire sur ces données. Donc, en fait, on a plutôt été dans une phase, plutôt que d'être uniquement dans la captation de la donnée, mais plutôt de repasser sur une phase plutôt d'analyse. En fait. Et ces analyses, en fait, cette première phase d'analyse, quels ont été les principaux à la fois learning en termes de KPIs à suivre et peut-être d'optimisation déjà à apporter par rapport à l'état actuel des choses? Alors, il y a eu aujourd'hui, en fait, alors on va suivre déjà les KPI digitaux classiques. Alors, le truc, c'est qu'on pourrait passer 1 heure à parler de tous les KPI digitaux. Aujourd'hui, pour ceux qui travaillent dans l'e-commerce, il y a 3 métriques principales. C'est le trafic, la conversion, le panier moyen. Et en fait, le panier moyen, en réalité, il faut décomposer ça en prix de vente moyen et nombre de produits par panier. Une fois que vous avez ça, vous avez l'équation d'un site internet, quoi. Et donc, en fait, nous, ce qu'on va travailler, c'est améliorer l'ensemble de ces métriques-là. Ça, on parle vraiment des métriques business. Et après, lorsqu'on parle de la conversion, là, on va parler des métriques plus de la façon dont le client va interagir avec le site. Là, on va regarder les taux classiques qui sont les taux d'attractivité, les taux de tap sur mobile, les taux de bounce, les taux de scroll. Et donc, en fait, à partir de tout ça, on va mettre en place des plans d'action. Donc, les plans d'action, c'est quoi? C'est donc le CRO, le conversion, l'optimisation de la conversion, pour dire ça en français, ce sera plus joli, et qui consiste du coup globalement soit à mettre en place des améliorations du site donc directement en prod, soit de faire de l'A/B test. Donc, on utilise un outil qui s'appelle l'A/B Testy. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, c'est un des leaders du secteur, et qui nous permet de faire des A/B tests. En général, on fonctionne plutôt comme ça, de façon à vraiment faire des learnings, parce qu'on se rend compte souvent que l'intuition dit quelque chose, mais la réalité est un peu différente. On se rend compte que finalement, c'est le client, enfin le visiteur qui a toujours raison. Et une fois qu'on a fait nos A/B tests, on va les passer en prod, quoi. Et justement, est-ce qu'il y aurait quelques chiffres, quelques KPIs que les Galeries Lafayette pourraient peut-être nous partager?
Alors, je crois que ça va être difficile là-dessus parce que je vois que le printemps est connecté, alors je ne peux pas vous donner des métriques qui sont forcément confidentielles. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que sur galeriafed.com, on est sur des grosses croissances, on est sur des croissances à 2 chiffres, et qui sont des croissances qu'on voit plus tellement en e-commerce sur le retail de mode, c'est des croissances qu'on voit plus tellement non plus sur le retail physique. Et c'est là où on considère, enfin, en tout cas moi je considère qu'il y a encore un très gros potentiel de développement sur le digital. Et en fait, aujourd'hui, on est sur cette croissance-là parce qu'en fait, on a réussi à améliorer ces 3 métriques. C'est-à-dire que, effectivement, on parlait d'un problème de trafic. Alors, bien sûr, il y a un problème de trafic in-store, mais il y a aussi un problème de trafic en magasin, hein. Depuis le Covid, les recherches SEO sur l'ensemble des mots-clés sur la verticale mode ont plutôt baissé. Pareil sur le luxe. Pourtant, nous, on réussit à générer une augmentation de trafic. On améliore la conversion, on améliore le panier moyen, et tout ça permet de générer d'après des croissances importantes. Donc, est-ce que le site est aujourd'hui la première boutique du groupe, ou on est quand même encore sur Haussmann en premier? Alors, Haussmann est très loin devant. Les Galeries Lafayette sont un groupe qui est très retail, hein. Savoir qu'en fait, il y a Haussmann, mais il y a aussi les 15 magasins du réseau. Après, il y a tous les magasins franchisés, il y a les magasins à l'international. Donc, en fait, on est sur un groupe qui vraiment réalise l'essentiel de son chiffre d'affaires en retail. Par contre, le digital est là où il y a la plus grosse croissance. Donc aujourd'hui, on est très suivi par le COMEX à tous les niveaux, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde les indices de croissance de l'ensemble des magasins, on est forcément celui qui a la plus grosse croissance aujourd'hui. Aujourd'hui, le digital, pour vous dire, il y a encore quelques années, le digital n'était pas le deuxième magasin, il y avait des magasins plus gros. Aujourd'hui, on est le deuxième magasin. Effectivement, mais loin derrière Haussmann, qui reste derrière un magasin de 70 000 m², qui reste le deuxième on va dire, monument le plus visité de France, hein, c'est 32 millions de visiteurs par an. La Tour Eiffel, c'est 50 millions. Donc globalement, c'est quand même énorme lorsqu'on voit le visitorat d'Haussmann, et on en est encore un peu loin, même si moi j'ai tendance à leur dire que lorsqu'on regarde le nombre de visiteurs uniques, hein, qui passent sur le site, on est plus gros qu'Haussmann. Donc on a quand même une très grosse visibilité là-dessus lorsqu'on regarde vraiment le visitoria du site gel.com. Et en parlant de cette clientèle, est-ce qu'aujourd'hui vous avez vu qu'elle était omnicanal? Vous avez une clientèle silotée? Comment ça se passe en termes de parcours client? C'est tout l'enjeu de la croissance du digital. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, lorsqu'on est dans un groupe qui est autant retail, là où il y a de la croissance à aller chercher, c'est dans la conversion des clients retail à l'omnicanal, à l'achat en ligne. Aujourd'hui, en fait, là, je peux vous donner un chiffre. On a 40% des clients qui achètent en ligne, qui achètent aussi en magasin sur un an. Voilà. C'est quand même assez énorme. C'est-à-dire qu'on a presque un client sur 2 qui achète à la fois en ligne et en magasin. Sur les clients tracés, mais la plupart des clients sont tracés parce que grâce au programme de fidélité, ils enregistrent leur achat aussi en magasin. Et certains services, par contre, comme le click and collect, par exemple, aident également finalement les 2 canaux en même temps. Alors complètement, le click and collect aujourd'hui, c'est plus d'un tiers des clients qui vont aller chercher leur commande en magasin. Donc pareil, c'est assez énorme, hein. Normalement, on s'attend à des niveaux plus bas. Et ce qu'on sait, c'est que ces clients convertissent à hauteur à peu près d'un peu moins de 20%, en fait, vont convertir en achats supplémentaires en magasin. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu derrière nous de driver du trafic, de servir. En fait, on a un double enjeu aujourd'hui sur galeriafed.com, hein. C'est un enjeu business, on a des objectifs de croissance, et 2, on a un enjeu de faire amener du visiteur en magasin, de générer du trafic en magasin. Vous travaillez en vraie collaboration finalement avec les magasins physiques de l'enseigne. Alors, c'est vrai que ça a été un des enjeux lorsque je suis arrivé. L'omnicanal n'était pas au niveau de la direction e-commerce. Et lorsque je suis arrivé, j'ai tout de suite mis en avant le fait qu'il fallait qu'on centralise le digital et l'omnicanal dans le même pôle, et afin qu'on positionne le digital comme aujourd'hui prestataire de services pour le retail, quoi. En fait, aujourd'hui, on répond aux problématiques du retail. On met en place des copiles sur lesquelles il y a des membres du COMEX, donc de façon à ce qu'on soit sûr qu'on soit bien aligné sur les roadmaps. Et très clairement, aujourd'hui, moi, c'est mes 2 enjeux, c'est vraiment ça, c'est le chiffre d'affaires et la génération de trafic en magasin. Et justement, en fait, sur le e-commerce, et pour parler toujours de cette clientèle, il est facile finalement de passer d'un distributeur à l'autre, c'est quasiment quelques clics. Mais comment vous faites pour aujourd'hui développer l'attractivité de la plateforme galeriafed.com par rapport à d'autres wholesalers, par exemple, qui auraient également des sites Internet? Alors, tout à fait. Alors, c'est un vrai enjeu, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui avaient considéré que c'était la mort du multimarque et que demain, ce serait uniquement les marques qui distribueraient en B2C.
Et en fait, il y a eu un peu d'ailleurs cette mode-là il y a quelques années. C'est pas mal revenu en arrière. Beaucoup de marques qui avaient complètement arrêté la distribution wholesale sont revenus à aller voir, à revoir les grands magasins, à revoir les détaillants pour refaire de la distribution en B2B. Aujourd'hui, la valeur ajoutée d'un site comme galafet.com, c'est déjà une offre qui est énorme, qui fait qu'on devient un one-stop shop. C'est-à-dire qu'en fait, une personne qui vient chercher une typologie de produit, que ça ait du parfum haut de gamme, que ça ait du sac de luxe ou au t-shirt pour faire un cadeau ou même à la maison, va pouvoir s'arrêter au galafet.com et ne pas chercher, broser sur une multitude de sites. Et on va avoir effectivement, aujourd'hui, on a plus de 1000 marques et on va avoir du Lacoste, mais on va aussi avoir du Paul Ralph Lauren, du Tommy Hilfiger, etc. Mais on a aussi énormément de marques de luxe. Donc ça, c'est un premier point. Et donc, du coup, l'achat est simplifié parce qu'en fait, au lieu d'acheter sur X sites, par exemple, c'est des soldes, vous n'avez pas le temps de courir sur les 25 sites de marque, vous allez sur galafet.com et vous pouvez faire tout votre shopping au même endroit, recevoir vos colis, un seul colis au lieu de recevoir 10 et d'aller 10 fois à la poste. Vous avez un compte client unique, vous avez des moyens de paiement qui sont facilités. Donc aujourd'hui, ces moyens de paiement, ça va être, c'est simplifié à dire au maximum, c'est les Apple Pay, c'est les paiements X fois, etc., le Buy Now, Pay Later. Et puis après, vous avez une générosité supplémentaire en général sur les multimarques qui sont les programmes de fidélité. C'est vraiment un enjeu important pour nous. On est assez généreux, globalement, on a un des programmes quand même les plus généreux du retail. Et on sait que c'est un vrai levier de fidélisation de la clientèle. Et finalement, on en a parlé avec les différents intervenants, mais l'IA dans tout ça, qu'en est-il aujourd'hui par rapport à votre activité e-commerce et omnicanal? Alors, l'IA est un sujet forcément qu'on regarde et sur lequel, alors, je veux dire, on est un peu, comme vous le disiez à l'introduction, on est au début du sujet de l'IA, c'est-à-dire qu'en fait, on l'utilise au quotidien au travail. Mais d'un point de vue B2C, pour l'instant, vous le verrez très peu implémenté sur le site. Alors, on a plein de projets qui sont des projets assez classiques, j'ai l'impression, aujourd'hui dans le retail. On a des projets de chatbot sur la partie service client, mais aussi sur la partie du coup discovery, de proposer du produit au client via un chatbot, ce que fait aujourd'hui déjà Zalando, ils ont un POC en cours, il y a Rufus sur Amazon, etc. Donc, on ne sera pas les premiers là-dessus, mais on sait que ça devient essentiel. La deuxième chose, c'est tout ce qui est amélioration du site, en fait, sur la description produit, où aujourd'hui, on sait que les descriptions de produits peuvent être retravaillées, améliorées et même gagner du temps de mise en ligne parce qu'en fait, on va utiliser l'intelligence artificielle pour, à partir simplement d'une photo d'un produit, pouvoir générer la description et la fiche produit ainsi que l'ensemble des attributs. Donc, en fait, aujourd'hui, vous allez prendre une photo d'une chemise et ça va pouvoir vous faire la liste de l'ensemble des attributs, les couleurs, la classification, etc. en automatique et de façon à ce que vous puissiez mettre en ligne immédiatement au lieu qu'il y ait de la saisie manuelle. Et puis la troisième chose, je pense aussi pareil, tout le monde regarde ce sujet-là, même si on se rend compte que c'est assez compliqué à industrialiser. On a des très bons POC, mais on n'arrive pas encore à passer vraiment à l'échelle. Je pense que ça arrivera avec la maturité, enfin l'amélioration de la maturité des technologies d'IA générative. Aujourd'hui, c'est la génération d'images. Comment on arrive à partir d'un packshot de faire des vues à 360, de faire des vues portées, de générer des looks, de générer des silhouettes, générer par exemple un client qui se prend en photo et qui pourrait se voir habillé avec les vêtements. Donc on voit qu'en fait c'est un peu l'imagination qui pose la limite de tout ce qui est possible avec l'IA. On regarde aussi l'animation de photos en vidéo. On arrive à faire des vidéos tout à fait crédibles à partir simplement d'une photo qui font des vidéos de silhouettes qui durent 5-10 secondes. La génération de look à partir de sélection de pièces. Enfin voilà, donc on voit qu'il y a énormément de choses qui sont possibles de faire. On a des POC sur quasiment tous ces sujets-là. Mais maintenant, lorsqu'on a 200 000 produits en ligne et plus de 1000 marques sur le site, on se rend compte que l'industrialisation est complexe et coûteuse parce que effectivement c'est aussi l'intelligence artificielle, c'est aussi des coûts importants. On a tendance un peu à les sous-estimer. Vous avez déjà presque répondu à ma question d'après, donc je pense qu'on a été super explicite à ce niveau-là. Merci Régis. C'est vrai que voilà, ça nous donne aujourd'hui une vraie vision et c'est ce qu'on dit de la complémentarité, et c'est ce qui me plaît entre le online et offline et ce parcours au plus haut que l'on dit aujourd'hui pour les clients. Et contrairement à ce qu'on disait il y a quelques années, l'un nourrit l'autre et ainsi de suite. Et c'est là où on voit que les deux canaux peuvent aller au service finalement de l'entreprise et des clients en général. Merci beaucoup, Régis, pour cette intervention. J'appelle Thomas Moradpour. Thomas, tu es groupe Brand and Strategy du groupe Campari. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ravis de… Avec plaisir.
Merci Nicolas. On le disait en introduction et en préparation de ce webinaire, donc vous, dans le secteur des spiritueux, vous avez une complexité, on va dire, avec l'accès à la data. Et finalement, la captation est un enjeu. Pourquoi et peux-tu nous en présenter un peu les contours? Ouais, écoute, en prenant deux pas de recul sur cette industrie qui est un petit peu un mi-chemin entre les consumer goods et le luxe, on n'est pas vraiment, on est ni l'un ni l'autre un petit peu, donc on n'a pas les magasins, on passe par une distribution tierce qui est extrêmement complexe, qui est très très éclatée, probablement la plus éclatée du monde, toutes catégories confondues, puisqu'on est dans des magasins qui vendent directement aux consommateurs pour consommer sur place. D'autres vont ramener les produits à la maison. On a différents formats. On peut avoir des hôtels, des bars, des restaurants, des parcs de loisirs. On peut avoir des spécialistes ou des généralistes. On a du mainstream, du premium, du haut de gamme, du très très luxe. Et puis on a des lois différentes dans tous les pays. Il n'y a pas vraiment de consolidation de la distribution. Donc c'est des points de vente qui se comptent en centaines de milliers dans le monde pour une marque qui veut se déployer, qui sont tous très différents, qui sont assez mal couverts par des panels. Et donc, on a, je dirais, une maîtrise assez approximative de ce qui se passe en sell-out. On sait bien ce ce qu'on vend à nos distributeurs, nos wholesalers, ou voilà, le sell-in, on a une assez bonne idée. Ce qui se passe ensuite, je dirais, c'est un peu plus approximatif. Et puis, on n'a pas, à côté de ça, je dirais, des avantages du FMCG où ça tourne très vite, donc des produits qui tournent très très vite, on arrive à savoir ce qui se passe parce que un consommateur qui achète un yaourt toutes les semaines, on arrive finalement assez bien à le suivre. Nous, on va acheter une bouteille de whisky une fois par an, par exemple. Donc, est-ce que le consommateur ne rachète pas parce qu'il a pas envie, parce qu'il a changé de catégorie ou tout simplement parce qu'il n'a pas fini sa bouteille? C'est assez difficile à dire. Donc, on est toujours très très en retard par rapport à une data qui est assez complexe, qui ne nous appartient pas et qui est très éclatée. Ce qui fait que j'ai pas envie de dire qu'on navigue à vue, mais bon, il faut aller chercher des indicateurs les plus fins possibles, les plus proches possibles, mais du registre proxy, plutôt que du registre de la mesure directe. Donc ça, c'est le premier enjeu, qui est un enjeu assez universel pour tous les acteurs de cette catégorie, qui est de sentir le marché en temps réel, alors qu'on n'a pas ces indicateurs en temps réel. Donc, il faut aller en chercher d'autres. Il faut être malin dans le fait d'aller chercher les bons indicateurs. Et justement, dans votre groupe, vous avez malgré tout une data qui est très structurée et qui vous aide à piloter au quotidien. Quel type finalement de data allez-vous chercher et comment vous pouvez aller la récupérer? Ouais, alors il y a plusieurs choses. Déjà, le premier enjeu, c'est un enjeu de prévision, c'est un enjeu de supply chain, avant tout. C'est se dire, OK, où est-ce qu'on met les bouteilles, où est-ce qu'on met les verres, comment est-ce qu'on arrive à comprendre ce qui se passe? Sachant qu'on a des horizons de temps qui sont pas toujours les plus simples. Exemple, on fait un single malt, ok, un single malt qui vieillit, elle est 10 ans. Donc, faut le distiller avec 10 ans d'avance. Ensuite, il faut le mettre dans un entrepôt. Donc, il faut imaginer en distillant aujourd'hui combien on va en vendre dans 10 ans. Moi, je décide chaque année. Je peux dire que j'ai pas de boule de cristal, donc je ne sais pas ce qu'on va faire dans 10 ans. Ceux qui disent qu'on peut le modéliser et faire de la data pour le projeter, c'est évidemment c'est une supercherie. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à prévoir ce qui se passe le mois prochain. Et donc, on est obligé, quelque part, de prendre des paris sur l'avenir et d'avoir une ambition et de fixer des caps. Donc ça, c'est le contexte général. Maintenant, plus on se rapproche du court terme, plus on va essayer quand même d'avoir un meilleur signal sur la demande pour pouvoir, en fait, réduire le coût de notre stock. Parce qu'en fait, soit on a des stocks tampons. Stock tampon, ça coûte cher. Faire des modèles de prévision, ça coûte cher aussi, mais ça coûte pas cher de la même façon, donc il faut faire les bons arbitrages. Donc on passe beaucoup de temps à structurer notre data pour pouvoir réduire l'argent et le temps qu'on met dans des stocks tampons, d'autant plus qu'on a plein de marques. On a à peu près 70 marques chez Campari. Donc 70 marques fois les SKUs fois les marchés, c'est que vous imaginez le nombre de SKU, le nombre de produits qu'il faut piloter, qui sont tous des SKU lentes. En fait, quand on a beaucoup de SKU et qu'elles sont rapides, c'est pas grave, nous c'est que des SKU lentes.
Et donc un gros enjeu de modélisation de la demande immédiate pour pouvoir réduire le coût de notre stock. Alors à côté de ça, l'autre enjeu qui est un enjeu un peu plus concret, un peu plus actionnable pour des équipes marketing, finalement ça revient au schéma très l'oréalien, au schéma ancien l'oréalien. J'ai appris mon métier chez L'Oréal. C'est saisir ce qui démarre. C'est parce qu'on n'est pas capable de tout savoir, de tout prévoir, de tout mesurer. Évidemment, nous, on n'est pas du tout pas du tout dans, je dirais, les capacités de data de marques qui ont leur propre magasin, qui travaillent sur des business en ligne ou qui ont la chance d'avoir des panels robustes dans la grande distribution et dans les FMCG. Eh ben, il faut qu'on trouve les moyens de saisir ce qui démarre, de sentir ce qui se passe sur le marché avec des proxys, par exemple, avec des proxys qui nous font sentir la façon dont les gens boivent différemment, les recettes qui vont marcher, les cocktails qui vont marcher. On a chez Campari une expertise assez particulière dans l'industrie qui est reconnue sur les cocktails, sur les drinks. En particulier, bon, il y en a un qui est aujourd'hui reconnu comme une vague orange, qui est l'Aperol Spritz, qui a été, alors que Campari n'a pas inventé, hein, c'est une boisson historique du nord de l'Italie et de l'Autriche. Enfin, ça a quand même été codifié, ça a été monté en gamme et ça a été mondialisé par les équipes de Campari et d'Aperol. Et tout l'enjeu, eh ben, c'est de sentir, je dirais, l'intérêt des consommateurs pour le spritz. C'est de sentir évidemment les alternatives au spritz qui se profilent, soit d'autres recettes de spritz, comme un Hugo Spritz par exemple, soit des concurrents qui veulent nous prendre des parts de ce marché qui est assez indéfinissable, parce qu'il n'y a aucun panel qui mesure le spritz, on mesure les ventes de bouteilles, mais personne ne mesure les bars. Donc on fait ça avec le search. En fait, on fait ça en temps réel avec les parts de search. Donc il y a un indicateur qui pourrait être considéré par beaucoup comme un indicateur, on va dire périphérique. Les parts de recherche sur Google et sur à peu près tout ce que vous voulez. Eh ben nous, regardez comme notre principal indicateur de ce qui se passe et de l'intérêt du consommateur pour à la fois le spritz dans chaque pays, à l'intérieur du spritz Aperol ou Campari, ou un concurrent ou une autre recette, etc., etc. Et ça nous aide à la fois à piloter les pays dans lesquels il faut accélérer, les pays dans lesquels bon, on pense qu'on a peut-être fait le plein. Alors, il n'y a pas beaucoup de pays dans lesquels on a fait le plein encore. Ça nous aide surtout à sentir dans quel pays on a besoin de venir avec un portefeuille plutôt qu'une seule marque. Et puis les recettes éventuelles, les innovations qu'on a besoin d'apporter en créant des nouvelles recettes ou en créant la réponse Campari à une recette qui est en train d'émerger, gérer le plus vite possible. Et justement, c'est ce que tu donc, dis. Share of Surf, ouais. C'est plus facile presque d'avoir une stratégie au verre et au cocktail en particulier pour aller capter la data plutôt qu'à la vente de bouteilles qui pour vous est plus compliqué à avoir et c'est comme ça que vous maintenez en fait la suprématie orange sur les terrasses européennes. Ouais, alors je ne veux pas le dire trop fort parce que il ne faut pas que les concurrents se disent tiens, c'est une bonne idée, mais je dirais que c'est pas plus facile, c'est juste qu'on est à peu près les seuls à le faire. En tout cas, on le fait plus avec une plus grande intensité que d'autres marques et d'autres groupes dans cette industrie. Campari, c'est historiquement une maison qui a beaucoup cru au cocktail, qui a beaucoup cru à ce qui se passe dans le verre plutôt que ce qui se passe dans la bouteille. Alors c'est historique, Campari, bon, je veux dire, c'est une marque emblématique du lifestyle italien, mais c'est aussi le cœur du réacteur de cocktails comme le Negroni, comme l'Americano, comme le Boulevardier. Donc c'est une marque qui a été historiquement adoptée par les bartenders du monde entier et qui fonctionne plus par intégration dans les cocktails que par vente en bouteille ou vente en tant que telle. Alors Aperol, c'est l'exemple frappant d'une stratégie de drink plutôt qu'une stratégie de bouteille, puisqu'on a démarré dans les terrasses. Et ce qu'on sert aux consommateurs, c'est pas juste notre produit, c'est notre produit intégré dans une recette avec du Prosecco, qui peut être le nôtre ou celui d'un concurrent ou d'un autre groupe, avec de l'eau, avec une tranche d'orange, un perfecteur, un glaçoir, etc., etc. Et donc on vend un rituel plus qu'une bouteille.
Donc, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on mesure ça? C'est quoi la data qui va avec? Alors, il y a des data qui sont des hard data qu'on arrive à voir dans nos propres ventes sur le hors domicile en particulier. On est très attentif, compte par compte, à ce qui se passe, la value chain, comment le bar gagne de l'argent, nous on gagne de l'argent par rapport à la bière, par rapport au cocktail, etc. Donc, stratégies de pricing qui sont très importantes. On s'intéresse de très très près à la capacité à trouver les prochains comptes, c'est-à-dire que une fois qu'on a dans un pays, dans une ville, les 1000 terrasses qui comptent, comment est-ce qu'on va chercher les 1000 terrasses suivantes? On est dans une industrie où les comptes s'ouvrent et se ferment assez rapidement. Donc, il faut être capable d'aller identifier les comptes qui sont les plus pertinents, qui sont ceux que nos forces de vente vont aller voir. On fait ça beaucoup avec de la data aujourd'hui, avec des recherches sur Google Maps qui nous permettent d'identifier de façon automatisée les comptes les comptes les plus intéressants. On va aller traquer la qualité d'exécution à nouveau sur les terrasses, sans demander à nos forces de vente d'aller mesurer ou d'aller compter le nombre de menus qui font figurer un spritz avec le prix, mais on va les chercher directement en ligne. Donc, on développe beaucoup d'outils qui nous permettent d'agglomérer la distribution et le prix, la mesure des prix de nos cocktails, pas simplement de nos produits. Donc, toutes ces questions-là, en fait, on investit énormément de temps pour comprendre, mesurer, piloter et développer des cocktails, des recettes, des verres, plutôt que simplement des ventes à la bouteille en rayon que les gens ramènent chez eux et consomment à la maison. Tu as déjà répondu à nos questions sur nos 3 enjeux désormais sur ton produit. Donc, c'est formidable. Ouais, Je sais que tu as 3 j'anticipe. minutes à nous consacrer et parce que tu dois filer. Tu nous parlais également d'une nouvelle organisation qui finalement vous permet de mieux structurer au sein du groupe à la fois les data, à la fois la vente. Peux-tu nous en parler à ce niveau? Ouais, alors je ne sais pas si c'est le sujet le plus en lien avec la data, mais on est en train de s'organiser chez Campari par maison, c'est-à-dire une organisation par marque et catégorie plutôt qu'une organisation par métier. Donc, au lieu d'avoir, je dirais, une équipe marketing, par exemple, qui s'occupe de toutes les marques, on a des équipes de maison qui vont intégrer toute la chaîne. Alors, par exemple, si on est dans le cas d'un whisky, de la distillation à la maturation, à l'assemblage, à la mise en bouteille, au marketing, à la commercialisation et au relais avec les sociétés de distribution, donc avec les filiales dans les pays. Alors, on ne l'invente pas, on n'est pas les premiers à le faire. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand on regarde des sujets de data, on va les regarder sous un prisme par marque sur la création, en création de valeur sur la totalité de la chaîne. Donc tout l'enjeu, c'est pas simplement de se dire quelle est l'opportunité consommateur aujourd'hui dans un pays, sur une marque, c'est de se dire comment est-ce que on va optimiser la création de valeur en prenant un stock de vie en vieillissement pour en faire les cognacs de demain, les whiskies de demain, les rums de demain, les plus adaptés, les plus innovants, à nouveau en sentant ce qui démarre. Donc, on est au début, des équipes qui sont en train de se mettre en place depuis quelques mois et voilà, on continuera à être obsédé par tout ce qu'on peut mesurer pour sentir ce qui se passe dans les modes de consommation des terrasses, des verres sur chacune de nos marques. On suivra avec grande attention cette nouvelle organisation et les succès du groupe dans les prochains mois. Merci beaucoup Thomas pour ce partage qui était très intéressant. Et comme ça, nous sommes pile à l'heure. Je repasse la parole à Eric qui a eu le plaisir d'interroger Georges Siz, CMO de Tagueilleur. Avant, on va terminer on va faire une table ronde pour terminer à l'ensemble. En plus, comme nos speakers sont extrêmement data égale studieux, ils sont là depuis le début. Je voudrais, avant de passer la parole à Georges Siz, le CMO de Tagueilleur, avec une interview qui sera plus branding, entre guillemets, je voudrais terminer par le conseil par rapport à cette problématique. Et je remercie Equimetrix de nous avoir mis en avant par rapport à cette logique de data, leadership dans en effet un climat compliqué. J'ai envie de faire un dernier tour de table. Votre conseil, je commence par Fabien. Votre conseil par rapport
par rapport à cette double problématique? Déjà, soyez clairs dans vos objectifs. Parce que data pour data, ça ne sert à rien. La tech pour le tech, ça ne sert à rien non plus. C'est qu'est-ce que vous voulez réellement obtenir, quels sont vraiment vos objectifs. Deuxième point, c'est ça ne sert à rien de récupérer toute la data. Il y a plein de data qui ne sert à rien. Donc, regardez plutôt ce que j'appellerais la relevant data que le big data, comme on disait, qui est plutôt has-been. Donc, c'est quelle data vous avez besoin pour atteindre vos objectifs. Par contre, après, vous ne lâchez pas, parce que la data, ça n'arrive pas comme ça. C'est long. C'est long, c'est time consuming, c'est frustrant. En clair, c'est très frustrant. Vous allez avoir... et focaliser sur 80% de la data, le 100%, vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez jamais. Donc, plutôt cette recommandation-là. Mais c'est la clé de voûte de tout. Tout ce qui va arriver dans le futur, actuel et dans le futur, ça va être basé sur la data. Donc, il faut commencer maintenant. Et ça ne prend pas 3 mois. Ça prend plusieurs années pour structurer tout ça. Merci Fabien pour cette sagesse. Benjamin, ton conseil? Ouais. Merci pour le micro, parce que je n'avais pas le trouvé. Mon conseil, je vous prolongerai le conseil précédent. Je pense que le travail de l'ombre, on va dire, sur la data, sa structuration, son accessibilité, je pense que c'est fondamental et je pense que c'est un sujet sur lequel il faut s'atteler et qui doit être quand même une priorité d'entreprise. Ça, je pense que c'est un vrai sujet. Et après, c'est cette infusion culturelle de la data dans l'organisation. Je pense que chaque profil dans l'organisation doit avoir accès à sa data. Donc, chaque métier doit avoir un arsenal, une panoplie de KPI qui doit surveiller et un accès simple à la data. On n'a pas des data miners partout, donc on doit simplifier l'accès à la data. Et je pense que l'intelligence artificielle va jouer un rôle fondamental et je pense que la montée en puissance culturelle de l'intelligence artificielle dans les organisations travaillera aussi la montée en puissance de la data. Je pense que les deux sont fortement liés. Et après, je pense qu'il y a aussi un sujet d'animation managériale envers les équipes, c'est-à-dire de dire que la data, pas la data pour la data, c'est la data aussi au service du bon sens, parce que le bon sens, il restera toujours là dans la prise de décision. Il existe dans notre métier du retail, depuis le bonheur des dames, peut-être même encore plus lointain, mais en tout cas, c'est les mêmes mécaniques qui existent depuis ce temps-là. Et je pense que la data, elle doit nous permettre de trouver aussi ce bon sens dans la prise de décision, mais toujours avec les mêmes mécaniques. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ça ne remplace pas aussi notre intelligence. Donc, un prisme très leadership. Régis, ton conseil? Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites. Moi, ce que je disais dès le début, alors, sur la data, il y avait plusieurs sujets qu'il a fallu adresser au Galeries Lafayette. Un, c'est effectivement la bonne mesure et être sûr que les datas soient bien fiables. Et notamment aujourd'hui, on sait qu'on perd énormément de données sur la partie e-commerce. Et donc, en fait, il y a tout cet enjeu-là de savoir cette donnée perdue, est-ce qu'elle nous permet quand même de tracer le trait et de garder cette compréhension de ce qui se passe, ou est-ce qu'il faut continuer à essayer d'améliorer cette captation de données. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de faire, très clairement. On est en train de migrer de plus en plus de captation de données côté serveur ou sur l'edge, de façon à pouvoir avoir une donnée de plus en plus fiable. Et puis après, une fois qu'on a cette data qui est fiable, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est vrai que c'est vraiment le point que je disais au début, c'est vraiment, je passe mon temps à répéter ça aux équipes ou en interne. On utilise la data pour mettre en place, comprendre notre activité, et après mettre en place des plans d'action. Et ces plans d'action, aujourd'hui, nous, c'est des plans d'action qui vont être à la fois d'amélioration de la conversion et d'amélioration des opérations commerciales. Merci. Donc, effectivement, on sait très bien que ça devient essentiel aujourd'hui dans un business comme l'e-commerce. Merci Régis. Mano, votre conseil, le dernier de la soirée? Avant-dernier, oui. Je vais parler un peu des sujets d'IA générative, parce que c'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup évoqués aujourd'hui. Je pense un point qui est super important, c'est de ne pas se faire aveugler par la technologie. Et donc là, aujourd'hui, avec l'IA générative, on voit qu'on peut faire énormément de choses, c'est assez impressionnant, mais de toujours garder en tête le cas d'usage et le problème qu'on veut résoudre. Et de ne pas faire de la tech pour de la tech, mais de bien trouver à chaque fois une méthode qui est adaptée. Et parfois, une méthode très simple, elle va suffire. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on cherche à faire et ensuite de choisir la bonne méthode. Et on a vu beaucoup de cas où on est trop attiré, on fonce sur
un sujet, une méthodologie très compliquée parce qu'on trouve que ça fait un effet waouh ou que c'est tendance. Mais en fait, ça, c'est un écueil qu'il faut éviter parce qu'à l'arrivée, ça ne sert pas à grand-chose de se complexifier la vie et la tech en fonction de ce qu'on veut faire. Simplification, merci, l'essentiel. Et le mot de la fin, Camille, donc votre conseil, forcément, je réagis par rapport à votre livre blanc que j'appelle à télécharger fondamental sur la Qualitech, qui doit faire plaisir en effet, la Qualitia et la Qualitech. On a eu souvent Franck Lemoyle à l'antenne qui croit profondément à la Qualitech. Votre dernier conseil, peut-être un conseil lié justement à la Qualitech. Tout à fait. En fait, j'ai envie de réinsister sur cette notion, effectivement, de cas d'usage, au sens cas applicatif, quoi. Pas fonctionner par la tech, mais par le cas applicatif. Et je pense que c'est tout à fait ce qu'il a en tête par cette notion de quiet, c'est-à-dire penser client, en fait, dans ce cas d'usage et penser usage final. Et typiquement, dans le luxe, on n'a pas envie que le client soit exposé de trop près à cette notion d'IA. On veut que ça permette de garantir ce niveau d'expérience qui a toujours été un fondamental, on va dire, de cette industrie. Et du coup, l'enjeu de l'IA, c'est de s'intégrer dans ces processus et de faire en sorte que cette expérience, elle soit encore renforcée et consistante au travers de tous les canaux, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Et du coup, c'est un moyen finalement pour aller plus loin. Et donc, mon conseil, ce serait focus sur l'usage et sur l'ambition et raisonner même un peu comme un business plan, c'est-à-dire pensez-le comme un projet à long terme en se disant, voilà, en fait, mon ambition, c'est d'attendre ça. Et je sais que je vais avoir différentes étapes par lesquelles je vais devoir passer. Donc, typiquement, la préparation de la donnée, la propreté de cette donnée, etc. Et derrière, en fait, la technologie, c'est un moyen. C'est vraiment pas l'ambition, quoi. Et tenez-vous à ce business plan avec le bon niveau de sponsoring. Merci beaucoup, Camille. Et féminiser les équipes data, ça, forcément. Voilà. Le bon sens managérial. Ici, en tout cas, un grand merci à Equimetrix, un grand merci à nos speakers d'avoir donné. On est rentré dans le cœur du moteur, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, Nicolas, d'avoir pu animer. Voilà, 1h30, c'est un luxe sur cette data en profondeur et elle est fondamentale et on est bien accompagné avec Equimetrix. Et pour donc terminer, alors là, on va prendre un axe beaucoup plus, entre guillemets, branding avec Georges CMO de Tag Heuer. Mes amis, je vous donne rendez-vous le 27 mai sur Live Intelligence sur LinkedIn avec un spécial branding, la marque de luxe, où nous aurons Accenture comme invité, mais nous retrouverons Jean-Noël Capferrer, Oxmo Puccino, donc un grand moment ici et ma foi, tout est dit. Place à une autre version de la data et de la performance avec Georges Tag. Merci à tous. Merci à tous. Merci d'avoir participé. Et merci Eric et merci à tous nos speakers d'avoir partagé leur connaissances. C'est parti pour Georges. Merci beaucoup. Then thank you, George. You are the Chief Marketing of Tag Heuer. And my first question is a very strategic question. Customer knowledge is more critical than ever. How do you leverage it at Tag Heuer, and how does it shape both product development and marketing strategy? Thank you for having me, Eric, and you're absolutely right. I think we live in the world of data. Data is so important, and especially knowing your clients. It's impossible to deliver on their expectation, over deliver hopefully on their expectations without really knowing them. And at Tag Heuer, I think we're quite fortunate because we have adopted this truly omni-channel mindset. So we really focus on delivering a consistent experience across all of our touch points, and across all of them, we're trying to really capture the customer knowledge. So we work very hard. Obviously, one of the best places to do that is in our own monobrand boutiques, where our staff is intimately connected with them. So they are constantly reporting the feedback to us.
what is the feedback from the clients, how they feel, what is the spirit, what they like about the new products, what they don't like about the new products, what are they looking for, what is the view of their view on what we do in terms of as a brand, from communications, etc. So that's the one feedback. Same thing comes from a digital experience. You know, we have a very, very robust approach to e-commerce. We are very much in touch through our clients through CRM and all of this, and we capture the data. We follow the patterns, how they navigate through, for example, through our website, etc. So there are many different ways we learn from. From a wholesale perspective, our commercial team is very close to our retail partners. We work obviously still almost half of our business is in wholesale. So we work with our retail partners to learn from them what's the feedback they get on the ground, and we take all of this feedback collectively in. On top of this, we do some surveys, market research and data as well. So we really try to create quite consolidated information, which we share, we look at, we analyze it, and then we try to process it in the most efficient way possible. You know, so we are definitely incredibly client-centric. We really value our clients. They are hugely important. They are the heart of the business, and we want to over-deliver. We want to stage unbelievable brand experience, and that brand experience, obviously, product is central in it, but there's everything around it: the presence in store, the whole omni-channel experience across all the touch points. The consistent communication that we do across all aspects of marketing. To me, we live in an incredibly connected world, and it has to be all integrated. You know, so for me, it's not, when it comes to customer knowledge, it's not one lever that you pull on and you have one solution. It's more like an equalizer where you're constantly adjusting all the different things. You're learning from this one to improve this part over here, and that's kind of how we approach it. Then let's talk about the brand. TAG Heuer as a maybe if I may, there is one other point that I wanted to add, and I think it's a very important part. And right now, it's the concept of artificial intelligence. You know, this is incredibly important because AI is going to offer us an ability to process this data in a much more sophisticated way. It's coming from many different sources, and we will be able to work with AI to develop better modeling, better understanding of data that comes from many different sources, and create much more actionable insights. So this is something we're certainly going to be focused on in the future. And Gen AI will be an impact with connected watches. I know that TAG Heuer is very famous about it. We have an impact today. I mean, we are using already AI on many topics, you know, and especially in the creative development. It's a fantastic sparring partner for our creatives, whether it's in communications, product, etc. You know, anyone that works on the creative side, you can have a lot of fun. You can explore things very quickly rather than doing things in a very long form. So it can very much accelerate the creative process. So absolutely, it's gonna be a huge part of that. I genuinely, personally, I believe that the impact of AI on our society is going to be more profound than was the impact of an internet revolution. You know, I think we are coming to a next step of evolution of humanity, and this is going to have a huge impact. I mean, number of my friends are mathematicians and stuff, and when I talk to them, they keep telling me that AI today is actually still relatively in its infancy, but the potential where it is going to go, it's incredible. So once AI becomes really smart, it's still becoming smart, in my opinion. The impact is going to be tremendous, and it's going to be incorporated in everything that we do. I mean, we see it with the Internet of Things and all of these things. You know, it's massive, and it's going to change the way we live and change the way we work. And the smart people, in my opinion, are always the one who adjust the way of working when they're in a position of strength. You know, most people do that when their backs are against the wall and they have to change. The beauty of TAG Heuer, it says technique the avant-garde for a reason. You know, we like to be avant-garde, we like to be innovative, we embrace the change. So you can definitely count on us being super active in this field.
totally connected to my next question. TAG Heuer has long stood at the crossroads of heritage and innovation. What is the brand's global vision today, and how are you sharpening its positioning in an increasingly crowded watching landscape? Yeah, I mean, look, I think TAG Heuer is an amazing brand, and I feel incredibly fortunate and lucky to be able to be part of it right now at this pivotal moment for the brand. So we have been on this path over the last few years to elevate the brand. You know, this was really elevate the brand, drive the brand desirability. Our vision is really to be perceived as the leader of prestigious sports watches. You know, and we on this path we have been really focused on improving the quality massively. You know. And when I talk in quality, I don't mean just product. Of course, we work super hard on product. Our in-house movements now come in with a five-year warranty. You know, we really spend a lot of focus on improving the quality of the design and overall experience that the clients do. You know, we have gone through a very significant retailization and change of our network. We have gone through a dramatic transformation of our communication strategy, where we really improved the way we communicate, the way we tell the story. You know, we really studied our sister brands at the group, the big brands like Louis Vuitton, etc., who for us are the benchmark in luxury. You know, and we incorporated all of this in, and as a result, we are really seeing a significant jump in the perception of the brand, and our focus will continue to be to elevate the brand, to add to its desirability. And that, again, it's, as per my previous example, it's not one thing you do. It touches every single aspect, because every experience that the consumer will have with the brand will either add to their perception of the brand or reduce it. So we have to constantly be pushing all aspects up. So we're working on improving our presence in our boutiques. You know, we're improving our portfolio of partners that we work with, and the Formula One partnership has been an unbelievable boost for the brand. And you know, it comes through every aspect of it, even things like SAV. You know, the way we take care of our clients in the service after service. You know, and all this kind of stuff. Everyone within the company has this in mind. We have to be better. We have to be elevated. We have to drive it, and we really want to be the leaders. You know, this is the motto that we have. We really are driven to push forward, to challenge the status quo, and you know, it's an incredibly exciting time to be here to witness it, because I've seen company transform, but to see it transforming like this at such a fast pace, it's really quite special and incredibly motivating and energizing. Let's talk about Formula One. You tell that today is really, you know, the battleground of luxury brand. Why is so strategic for TAG to be a strong partner for Formula One? So here you're talking to something really close to my heart. Formula One, it's something special for us. You know, I think we live in this world where we see a lot of partnerships, lots of collaborations, and many of them are made up by marketing people, kind of like me and stuff. But many of them lack what I believe is authenticity. You know, and to me, the authenticity is the new currency of luxury. I think people want something true, something authentic. So with this partnership, we have exactly that. You know, the connection of our brand to Formula One is more than 60 years long. You know, people don't know this, but we have more world championship titles than almost every single team in the Formula One. I think only Ferrari has more than us. We have 15 world championship titles, 11 constructor titles, and I know we're not actually the car, but we have been on 15 times on the chest and on the wrist of the world champions. You know, we have been sponsoring, you know, throughout the 70s. We've sponsored a Ferrari team. After it became the period of McLaren with Senna, Prost, and all these legendary guys that we work with. Then we were actually the timekeeper of Formula One from 1992 through 2003. And then later came the current period of Red Bull Racing. So for us to come back and be part of Formula One, once again, it's an unbelievable opportunity. It feels like we are home. This is why we created the campaign at the start of the year. We call it "We Are Back,"
and it's really amazing. But to answer your question, why we are in this, why it's so important? Yes, the authenticity is important. Of course, Formula One, in my opinion, is the best sporting annual global property there is. You know, it's in 24 cities, unbelievable cities, the best cities in the world, and spanning from Australian time zone all the way to Las Vegas and everything in between. So it's a fantastic geographical footprint. In terms of demographics, it's 60-40. So we have seen a tremendous growth of females. It's a fantastic split from that perspective. There is a great alignment on values. You know, TAG Heuer is all about innovation and performance. I mean, there is no better platform that you can work with, a brand that you can work with that's focusing on innovation and performance. The marginal gains, the margins in Formula One are so tiny. It's unbelievable, you know. But there is one other thing. There is the one other thing, and to me, the Formula One is perhaps the best visual metaphor that we can work with that can bring to life the ethos of TAG Heuer. You know, TAG Heuer, it's all about surpassing yourself and pushing your own limits of your physical, psychological, emotional limits, and performing unbelievable things in these moments of truth. You know, the Greeks called it the kairos, you know, in the moments of truth when things are decided, when it counts the most, you know. And this is what our brand is about. We live for these moments, when the race, when the meeting, when the business, whatever the mind walk of life it is, when it's being the most decisive, difficult moment. That's what the brand is about. That's why in the past we had these amazing brand campaigns such as Don't Crack Under Pressure, Success is a Mind Game, you know, In Theory, Inner Strength. All of them, in one shape or another, have been based around this notion of mental strength, you know, and that's what Formula One is all about. When you look at this tremendous pressure on what these guys are, what they have to do, the decisions they have to do in split seconds, it's just something unbelievable, you know. And I always think about them every Sunday when I'm watching the race, like what goes through their head when they get into that car and they know that one tiny error like this, and you're hitting the ball at 250 kilometers an hour. It's an unbelievable mental strength. It's the most beautiful visual display of that. And when you combine all of this, I mean, it's amazing. And the authenticity, the whole storytelling. And I have to say, you know, my previous life, I spent 17 years in professional sports. And I've never seen a sport to boom as much as it did in the last 7 or so years. What the Liberty Media have done with this, it's unbelievable. What Stefano Domenicali and his team are doing is just incredible. It's obviously Drive to Survive was a stroke of genius, and it was great to have amazing rivalries. But the way they market it, the way they create the buzz, the way they bring the celebrities to every single race, they really make Formula One unmissable thing, and it's much more than a sport. To me, it's actually a cultural phenomenon, you know. So yeah, I think it's a no-brainer. It's a once in a lifetime opportunity to work on this, and we're really seeing some unbelievable results from it already. And we feel a strong passion. Want. I have a final question about data, which is the subject of our webinar. Data now playing a central role in Formula One, and visibility metrics matter more than ever in sport today. Have you observed any measurable impact, can be brand exposure, engagement, sales, since the partnership began with Formula One? I know it's been, I was just about to say, you know, it's been unbelievable since we started. You know, we have one of the metrics that we follow very closely is the engagement on social media, you know, and few years ago, we were actually number 7 brand on social in terms of engagement. When you add all the comments, reaction, likes, and all of that stuff. And in 2023, we had this amazing campaign with Ryan Gosling, the 60th anniversary of TAG Heuer Carrera. It's been fantastic campaign, and we jumped from 7 to 3. You know. Then last year, we really have been doing great storytelling a lot. So we continue to progress and push the brand, elevating the brand, doing a tremendous amount of activation.
And we jumped to number 2, which was incredible. In the Olympic year, to finish number 2 just behind the Rolex was huge. But this year, so far to date, so now we're about to finish the 3rd month of the year, we're by far the number 1 brand on Instagram in terms of the engagement. And this is amazing. It's really due to the couple different factors. First, people really appreciated they really appreciated the authenticity of the partnership, and they love the way we told the story. And this is one of the fundamental difference between us and other and our competition, is that we are, and don't want to sound arrogant, but we are very good, and this is what is one of our strengths, is we focus on telling a story. We are really good storytellers, you know, and we are able to tell that story in a humble but also confident way, balance it together in an inspiring way, in an engaging way, you know. And I think that's kind of is the key to success in here, that we really have done some unbelievably beautiful storytelling. I mean, some of the videos, our partnership announcement video, I still have goosebumps every time I see it. It's really something very, very special, and we continue to tell that story from now on. So it's not just one thing, but when you look at how we have activated it, at the start of the year, we announced the partnership with an amazing storytelling, all of the past and everything. Then we arrived at the LVMH Watch Week when we introduced the new Formula One, TAG Heuer Formula One collection with the 44mm chronographs. And we told a further story of our engagement in Formula One. Then it was the 75th anniversary of Formula One at the O2 in London, together with reveal of the new Oracle Red Bull Racing car, who is still our partner and very important part of this story. We celebrated that. We have a fantastic activation in London. Then came the first race of the season in Melbourne, where we staged an unbelievable amount of activations, incredible event, you know, and the celebration of the TAG Heuer return really to the track. You know, we said we are back, but in Melbourne we were really back, you know. And we then paid it off in Shanghai week after that with a fantastic experience in downtown Shanghai. We had 10,000 people going through it and just absolutely love it. We had the Red Bull Racing drivers with us, you know. Was an incredible thing. I think more than 350 million impressions in China in just 1 week. You know, was a fantastic moment. And now we're about to enter Watches and Wonders, our biggest fair, and you can be assured that there will be further storytelling. So what I'm saying is, we tell a great story and it really resonates. And it resonates on digital and social, but it also resonates in a physical world. You know, we have seen more than double-digit growth in traffic to our stores. The impact is clearly there. People are excited. They see the energy of the brand. And what's amazing, we're doing it at a time where the industry is going through quite a challenging period, you know, but we are one of the few brands that actually go against it. And we really are extra active. We're really doubling down. We believe in our strategy, and I think it's paying off, and TAG Heuer is definitely climbing quite significant market share at the moment. Thank you very much, George. It was a pleasure. Et voilà, Great. Je vous mets ensemble. On va y arriver. Bon, nous reprenons le cours du direct et vraiment, j'espère que vous avez pu apprécier cette interview de Georges Size et sa passion notamment pour la Formule 1 et toutes ces précisions, data et l'importance aujourd'hui du sujet pour la maison TAG Heuer. Nous vous remercions déjà l'ensemble des speakers, vous, membres de l'audience qui avez été très nombreux ce soir à participer, et bien entendu notre sponsor Equimetrix, sans qui on n'aurait pas pu faire ce webinaire ce soir sur la data. Et à nouveau, on vous invite vraiment chaudement à télécharger ce livre blanc, la Quality Eye au service de l'excellence des marques de luxe et de beauté. Donc, merci à tous. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous auriez appris aussi des choses avec nous et avec nos speakers. Merci Camille, merci Mano, merci Régis et merci Eric qui est quelque part à la réalisation ce soir. Bonne soirée, à très bientôt et je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire sur l'IA agentique qui
on est en train de le préparer, sera aussi passionnant que ce soir, je vous le confirme. Bonne soirée et à très bientôt sur le JDL.